déjà allé à Orlando. C'est là où les rêves vont pour mourir. Mais il n'y a rien de glamour d'être un entrepreneur, honnêtement, puis surtout pas au début. Si tu veux que ta compagnie fonctionne, tu vas travailler comme un malade. J'ai deux problèmes dans la vie. Je suis un control freak. OK. J'en prends trop tout le temps. À la base, je suis quelqu'un de très compétitif. Tu sais, si tu joues contre moi au Monopoly, comme je vais te clencher, genre je vais tout faire pour gagner. Sur LinkedIn et ailleurs, tu as annoncé que tu allais step down de ton rôle à titre de président chez Lightspeed. C'est un gros move, une grosse décision. Ouais. Moi, je veux savoir, what's next? Alright. Honnêtement, là, si jamais vous voulez prendre une photo du SAS Père Noël, c'est là, man. Parce que, genre, j'ai chaud, man. Je comprends pas les old school dudes qui font ça dans les malls, les shopping malls. C'est des génies, man. C'est une nouvelle appréciation pour le rôle, hein? Une autre affaire, j'ai toujours regardé les hommes avec plus de virilité puis de pilosité que moi avec jalousie. Puis là, je suis comme, man, je suis même pas capable de respirer tellement que j'ai une moustache, man. Fait que je sais pas comment que vous faites. J'ai encore plus de respect pour vous autres. Mais ouais, on va commencer ça tranquillement. C'est cool de voir une aussi belle gang. Ah, je vais juste prendre une seconde, J2, si tu permets. Parce que là, ça marche pas ça. Puis t'enlèves ta barbe au moins, là. Trop chaud, man. J'ai eu de pouvoir. Tiens, man, j'ai passé ça, c'est dépenses de compagnie en plus. Le comptable a dit as-tu la facture costume Père Noël plus 16? Tiens, je vais juste garder la brand, puis on va ouvrir ça un peu. Alright, j'ai des cheveux un peu partout. J2, c'est le moment awkward où que je vais faire les remerciements que j'ai à faire. Go for it. Puis me déshabiller en même temps. Le premier remerciement... J'ai les cheveux d'en face, ça n'a pas de sens, man. Le premier remerciement que j'ai à faire, premièrement, c'est à vous. C'est tout le temps ça. Il y a du beau monde, du monde bright, intéressant, qui font des trucs le fun, qui se pointent. À chaque event, ça se passe. Puis ça serait fucking awkward si vous veniez pas. Fait que merci beaucoup d'être là. C'est le dernier qu'on fait live cette année. Ça a été une grosse année pour une petite équipe, honnêtement. Là, on l'a tenu dans le rod. On a lancé beaucoup de nouilles sur le mur, puis il y en a trop qui ont collé. Fait que dans ce temps-là, soit tu rock and roll ou ben tu sors la spatule puis t'essaies de... On verra, hein? On va prendre les fêtes pour réfléchir. Je te parlerai pas de tout ça. C'est quoi le Père Noël pour recharger? C'est quoi ton plan? Le Père Noël, man, ça permet quelque chose de très pas hardcore founder qui va vibe coder pendant les fêtes, là, mais je prends un mois off, man. OK. Ouais, je vais peut-être un peu vibe coder parce que Claude Code de 4.5 s'est rendu rock'n'roll en tabarouette. Mais le deuxième remerciement, JD, pendant que tu fais ça, voici ma transition. Deuxième remerciement, évidemment, c'est Lightspeed. Fait que, je veux dire, le bureau, la bouffe, les drinks, notre interviewee, le staff qui a aidé. Je veux juste qu'on dise un gros merci à Lightspeed de nous accueillir. C'est vraiment nice. Merci tout le monde de Lightspeed. Sinon, moi, j'ai quelques annonces en mitraille à faire. Puis après ça, on va rentrer dans le creux de la conversation avec JD. First and foremost, on a un prochain show live le 29 janvier chez Nexap et Axify à Québec. Fait que le monde qui sont plus dans mon hood de Québec, vous viendrez nous voir là. Ça va être un jeudi soir. On annonce les billets la semaine prochaine sur Eventbrite puis sur la bannière de notre site web. Il y a une job du mois ce mois-ci, dans le fond, pour ça se passe. Puis la job du mois de décembre, c'est Matador AI. C'est du conversational AI et plus pour des concessionnaires. Ils cherchent un marketing manager. J'ai eu une cool convo avec Nick Cossette, le co-founder. Donc, vous pouvez aller voir sur saspace.com/la job du mois. Ça prend un S, mois. Donc, c'est bon. All right. Moving on. Sinon, ça serait pas possible de vivre puis de grandir si on n'avait pas des partners annuels. Nos partners annuels certifiés, je veux toujours leur faire un shout-out. Donc, on a le chiffre, bras droit, finance puis fiscal. Ouh! OK, les chiffres sont venus, man. Let's go! J'ai pas mes lunettes, je vois rien, man. Tabou.
Oh That's shit! Oh shit! Ça sait comment utiliser des fichiers Excel dans le bac. Cool. Anne-Man, honnêtement, une chance qu'elle est là puis qu'elle m'aide, sinon ça ferait dur en tabarouette mes finances. Le chiffre bras droit, finances, fiscales et plus des entrepreneurs tech. Sinon, on a Léviat légal. Je sais pas si les boys et girls de Léviat ont pu se pointer. Je pense qu'ils étaient squeezés entre plein d'affaires. Il se passe beaucoup de choses le 4 décembre. Mais bon, une firme d'avocats qui parle le langage des founders tech. Unicorn, qui sont un Certified Partner, qui ont gagné un prix avec AWS récemment qui s'appelle le Canada Rising Star Consulting Partner of the Year. C'est long à Chris comme prix, man, mais félicitations, man. Honnêtement, c'est comme une étoile polaire. Puis ils ont un SaaS maintenant, la gang de Unicorn qui s'appelle Stable pour vos FinUps, vous irez voir ça. Sinon, j'ai Baseline, les geeks et les doers qui font du high level, low level, des AI, vous accompagnent. Il y a un paquet de manières de travailler avec des workflows de l'automation, mais de la donnée puis des modèles modernes. Puis last, but definitely not least, on a un nouveau qui se joint au crew l'année prochaine, un nouveau partner. Moi, j'ai toujours voulu avoir un partner financier parce que j'ai pas d'argent. Puis entre autres, non, mais blague à part, comme le capital, c'est un produit qui aide à nourrir puis faire grandir les business, là. Fait que je trouvais ça un non-sens qu'on n'ait pas un partner financier. Puis l'année prochaine, on a Finalta Capital, qui est un des plus gros fonds de financement non dilutif pour les entreprises tech au Québec et au Canada, pardon. Finaltacapital.com, on va faire du content avec eux, on va vous les faire découvrir leur expertise pour leur gang. Mais je veux juste dire merci à tous ces partners-là, puis j'ai fini mes annonces. Merci à tous. JD Saint-Martin, comment tu vas, mon vieux? Ça va très bien, ça va très bien. En peu de temps, c'est la deuxième fois que je partage un stage avec toi. Ouais, la dernière fois, c'était à RevStar. RevStar, t'étais notre MC. Qui était insane, c'était un sacré bel event. Puis là, dans le fond, ça va être mieux à soir. Fait que there you go. C'est un événement, ça se passe, c'est normal. JD, pour le monde qui te connaissent pas déjà, qui sont la première fois dans vos bureaux, ton nom, profil rapido, qu'on catch le personnage. Oui, mon nom, en fait, tout le monde m'appelle JD ou JD, mais mon vrai nom, c'est Jean-David. Alors, pour info, c'est juste ma femme et ma mère qui m'appellent comme ça, donc commencez pas à m'appeler Jean-David. JD Saint-Martin, je viens d'Ottawa. Techniquement, je suis né à Ottawa de parents diplomates. Pourquoi je vous dis ça? J'ai grandi dans 8 différents pays quand j'étais jeune, durant ma formation scolaire et académique. C'était quel ton préféré, JD? Mon préféré, c'est une question difficile. Je pense que ça va être le Maroc. Ouais, le Maroc. Ouais. Shout-out à Fatima, une collègue de Ça se passe qui travaille du Maroc. Let's go! Je m'attendais pas à ça. C'est bon. Plein de surprises. Let's go, Fatima. All right. Ouais, fait que c'est ça. Donc, ça a été un peu ma jeunesse, mon enfance et mon éducation. J'ai fait des études en comptabilité et finance. J'ai commencé ma carrière. Techniquement, en fait, mon premier stage en tech, c'était chez Nokia. On en avait parlé rapidement à RevStar. Donc, dates back 2007. Puis ensuite, j'ai commencé une carrière peut-être plus professionnelle après mes études à la maîtrise chez G-Equity à Londres. Donc, en investissement. Après Terralis Capital, shout-out à Terralis. Probablement certains qui vont écouter le pod qui sont chez Terralis. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le monde de l'investissement en tant qu'investisseur. Puis j'ai pris la piqûre. Puis j'ai décidé de lancer ma business avec mon collègue à l'époque de Terralis, qui est Guillaume, qui était sur ton pod, Guillaume Jacquet. Bonjour Guillaume. Exact. J'ai des cheveux d'en face. Puis d'ailleurs, d'autres qui sont venus sur ton pod. Là, j'ai vu Alexis qui était chez Chrono. Donc voilà. Donc on a lancé ça pendant 6 ans. Puis cette business-là a été achetée par Lightspeed. Donc c'est comme ça que je me suis joint à Lightspeed en 2019. Puis aujourd'hui, ton titre, JD, c'est président. Oui. Puis pour un noob des compagnies publiques comme moi, j'ai toujours eu de la misère à comprendre c'est quoi la différence entre président et CEO pour une compagnie de ton emploi. Fait que peux-tu juste me schooler un peu là-dessus? Ouais, pour être honnête, c'est un titre qui veut tout et rien dire. Donc, je t'en veux pas. Okay. Puis, c'est plus récent qu'on parle de ce titre-là. Je te dirais, c'est plus dans les 5-10 dernières années que ce titre-là a fait émergence. Puis c'est plus en anglais parce que en français, c'est un peu confusing. Président, c'est le CEO. Mais concrètement, ce que ça veut dire, en tout cas, chez Lightspeed, c'est que je m'occupe de toutes les équipes de go-to-market. Donc, marketing, vente, customer success, support, tout ce groupe-là est sous mon giron. Typiquement, tu dirais que ça, c'est un rôle de CRO souvent. En fait, avant, mon rôle était de Chief Revenue and Customer Officer. Donc, c'est une évolution de ce rôle-là. Mais on avait aussi une équipe qui était plus du côté stratégie, plus GM de nos business units. Puis, on a fusionné ces deux équipes-là. Puis, ça
ça a donné mon rôle, I guess. Donc, OK. ouais. Puis, il y a plein de monde qui sont là qui savent probablement ou déjà c'est quoi Lightspeed, mais il y en a un en particulier que je nommerai pas qui me dit je sais pas c'est quoi Lightspeed. OK. Fait que pour ce dude-là, dans la salle, comment tu ferais un pitch d'ascenseur? Ça doit pas être ton premier ascenseur. Il y en a des ascenseurs ici. J'en ai pris un avec toi jusqu'à la salle que je suis supposé d'aller à. Boardroom, ouais. Frank a vu le boardroom. J'ai 10 personnes qui ont accès à cette pièce-là ici. Bon, qu'est-ce que fait Lightspeed? Donc, premièrement, nous sommes dans 3 industries. Okay. L'industrie du commerce de détail, le retail. Nous sommes dans la restauration et nous sommes dans le golf, un business que j'ai fondé. Nous offrons des solutions de gestion, avant tout, de gestion d'entreprise pour ces business-là, pour ces commerces-là. Donc, petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'un logiciel de gestion qui va gérer leur inventaire, qui vont gérer leurs ventes, leurs solutions marketing, leur programme de loyauté, l'intégration avec le logiciel comptable. Donc, typiquement, on appelle ça un point de vente. Donc, à la base, Lightspeed s'appelait Lightspeed POS. Puis, on a rebrandé ça à Lightspeed Commerce parce que de fil en aiguille, on est venu vraiment une plateforme pour gérer tout ton commerce. Donc c'est ça Lightspeed. On a aujourd'hui plus de 146 000 retailers, restaurants et terrains de golf à travers le monde qui utilisent notre logiciel. C'est global quand même. Y a-t-il une concentration à quelque part en particulier ou je sais pas à quel point on en parle? En termes de clientèle, tu veux dire? Ouais. Donc, en commerce de détail, on est très, très fort aux États-Unis. Et en restauration, on est très fort en Europe. Donc, on a un peu cette bipolarité-là qui existe depuis déjà un bon moment parce que notre première acquisition qui nous a amené dans la restauration date de 2015, donc maintenant 10 ans. Mais Lightspeed, en tant que tel, a été fondé il y a 20 ans, en 2005, par Dax, qui est le CEO encore aujourd'hui. Ouais. Il est sur ma liste de Pokémon pour le podcast, fait que tu pourras peut-être faire. Je vais t'amener Dax. Il va falloir que tu le fasses en anglais, par contre. I'ma do it in English, my friend. That's right. All right. Puis j'ai le goût que le monde ait un sens de taille. Fait qu'en termes de staff, en termes de bureau, ça ressemble à quoi, mettons, l'ampleur Lightspeed, ouais? Ben, donc, si on parle d'ampleur, peut-être un premier point, tu sais, en termes de revenus, la compagnie, disons, tu sais, ce qu'on a guidé cette année, évidemment, on est une compagnie publique, donc je peux vous dire ce qu'on publie. C'est à peu près 1,2 milliard, de chiffre d'affaires. 3 000 employés, 3 000 plus. Le tiers est ici au Québec. Donc, on a quand même une grosse présence au Québec. On est à travers 15 bureaux, à peu près, de différentes tailles. Définitivement, le château Lightspeed, comme on l'appelle, est le plus gros des bureaux, mais on a un bureau à Londres, entre autres, qui est un peu comme notre siège social européen. Mais on a un paquet de bureaux en Europe. On a des bureaux en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc on est un peu partout. Puis c'est fonction de où sont nos clients, finalement. La question qui tue, c'est y a-tu un drapeau Lightspeed de planter sur le top des 15 bureaux, même? Non, pas les 15, malheureusement. On y travaille très fort. Parce que moi, j'arrivais avec mon GPS de Québec, là, tu sais, le monde de Montréal aime ça, reste du monde de Québec, là, je sais pas c'est où, il y a un château avec un drapeau. Tu peux comme pas vraiment te tromper, man. C'est quand même baller. C'est sûr qu'il y a un côté un peu mégalo à tout ça, mais mais il s'avère qu'on a tous les étages de la façade du building. Fait que, tu sais, pour ceux qui écoutent et qui sont pas venus ici, c'est la gare Vigée à Montréal. Fait qu'on a toute l'ancienne gare Vigée, qui est une gare de train et un hôtel, puis qui est aussi maintenant, aujourd'hui, le bureau Lightspeed, le château Lightspeed. Fait que comme on a tous les étages, c'était comme logique d'ajouter le petit drapeau au-dessus du château. Là, ton histoire actuelle, en tout cas, le cliffhanger, c'est ça qu'on fait en storytelling, guys. On dit genre, hey, JD a fait une grosse annonce, puis il a dit qu'il y avait un nouveau chapitre qui s'en venait dans. On va en parler tantôt. Fait que là, vous êtes comme, j'ai pas le choix de rester, je peux pas aller aux toilettes, faut que je sache. Right. C'est comme ça qu'on va le faire, mais ton histoire est en train de se terminer, l'histoire dans le château, mais elle a commencé, genre, I guess, dans les chiffriers Excel, puis après sur les terrains de golf. Ouais. Right? Ouais. Fait que là, comment qu'un analyste en investissement, c'est ça ton titre chez Terralis, je pense? Ouais. Fait genre, tu sais quoi, fuck it, j'ai la piqûre, founder, moi, je lance un SaaS, genre. Comment ça arrive? Moi, mon background, puis à la base, ma genèse, je fais des études en comptabilité et finance, donc finance d'entreprise. Puis en effet, bon, quand je travaillais chez Terralis ou GE, j'étais dans des modèles financiers all day, every day. Qu'est-ce qui m'a amené à lancer une entreprise? Ben honnêtement, chez Terralis et même à certains égards chez GE, je côtoyais des entrepreneurs qui sont parmi vous, la plupart d'entre vous sont dans la pièce, vous êtes des entrepreneurs. Puis il s'avérait qu'on investissait donc dans des compagnies comme les vôtres. Puis j'avais vraiment le sentiment que c'était un peu étrange finalement de vous donner des conseils puis d'investir dans vos business puis franchement pas savoir c'est quoi au quotidien d'être un entrepreneur. Donc à la base, ça vient vraiment de cette curiosité-là. Je suis quelqu'un de quand même très curieux à la base.
Puis je me suis toujours dit, depuis le début, que ça me rendrait un meilleur investisseur de vivre la ride d'entrepreneur. Fait que c'était vraiment ça qui a comme lancé de mon côté le souhait de lancer quelque chose en me disant worst case scenario, ça marche pas, no big deal. Je finirais quand même par retomber sur mes pieds puis je retournerais en finance puis travailler en finance. C'est un peu ça qui a démarré le truc. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que, mettons, en investissement, tu dealais déjà avec le concept de risque, mais le risque était quand même distant. Right? Genre, toi, tu devais le calculer, tu devais le modéliser, tu devais faire des shots en fonction de ces business-là vont-ils fonctionner ou pas, si on investit là-dedans, y a-t-il une bonne chance qu'il y ait un ROI ou pas? Mais quand tu mets les culottes ou les souliers de founders, là, c'est comme le risque il est moins distant. Il est genre, il est toi, là, genre, c'est ton network, ton nom, ta réputation, toutes ces affaires-là. Fait que, t'avais-tu déjà un appétit pour le risque? T'avais-tu déjà pris des risques pas mal perso? Comment tu voyais ça ou t'étais juste YOLO? Je te dirais qu'en termes de personnalité, je suis toujours quelqu'un de partant. No matter what, let's go. Je suis toujours, tu sais, je suis quelqu'un de hyper intense qui est toujours on the go. Fait que c'est ça, c'est sûr que ça vient me chercher au niveau de l'entrepreneur. Par rapport à la prise de risque, j'ai envie de dire, tu sais, comme je disais à l'instant, lancer sa business quand t'es à la fin vingtaine, t'as pas d'enfant. À l'époque, j'étais au début d'une relation qui est maintenant ma femme, à qui je pense, Sabrina, et on a 2 enfants. Ouais. Mais à l'époque, tu sais, il y avait pas les grosses responsabilités, on n'avait pas d'enfants, donc pour vrai, j'avais pas l'impression que on prenait beaucoup de risques, honnêtement. Puis je trouve qu'on crée peut-être un peu ce sentiment-là pour ceux qui veulent peut-être se lancer, que c'est vraiment risqué de se lancer, mais tu sais, lancez-vous. Puis vous allez apprendre plein de choses. Puis moi, c'était un peu ça la mentalité. Je me disais, peu importe ce qui va se passer, ça va me rendre plus pertinent dans le métier que je faisais à l'époque. Fait que c'était vraiment dans cette logique-là. Après, à la base, je suis quelqu'un de très compétitif. Tu sais, si tu joues contre moi au Monopoly, comme je vais te clencher, genre je vais tout faire pour gagner. Fait que dans ce contexte-là, ou n'importe quel autre jeu, by the way, tu sais, fait que c'est sûr qu'après, je suis tombé dans le concept de dire, ben là, je me suis lancé dans cette affaire-là, il faut que je gagne. Comme, no matter what, I have to win at this game. Mais j'ai vraiment jamais, je me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que c'était risqué en tant que tel, pour vrai. Ouais. Fait que c'est quoi le delta ou la diff la plus forte entre ton passé d'investisseur et quand t'es arrivé sur la réalité de terrain d'être founder? C'est quoi que tu t'es opérationnellement ou au jour le jour que t'as fait « Oh shit, ça, je m'attendais pas à ce que ça soit le même, je l'ai pas vu venir, mettons. » Ouais, je te dirais, il y a ce que les gens lisent, puis là, tu sais, je vais parler aux entrepreneurs dans la pièce, ils vont dire comme no shit, mais tu sais, il y a ce que les gens lisent sur l'entrepreneuriat, puis la réalité d'être un entrepreneur. Puis bon, moi qui étais analyste, associate dans un fonds d'investissement qui gagnait quand même bien sa vie, puis qui avait, bon, un cadre, un environnement quand même, tu sais, assez, disons, assez confortable. Ben, je veux dire, il y a rien de glamour d'être un entrepreneur, honnêtement, puis surtout pas au début. Fait que je pense que, tu sais, le oh shit moment, pour revenir à ce que tu viens de dire là, c'est de réaliser à quel point, tu sais, tu fais tout, puis t'es vraiment dans la poutine au quotidien, t'as des problèmes 10 fois par jour non-stop. Puis c'est ça, ce que t'as lu sur TechCrunch, puis la réalité, ça n'a rien à voir. Mais moi, je suis tombé amoureux de ce grind-là. Fait que, tu sais, je dis toujours à la blague, nos premiers bureaux, tu sais, c'est moi qui sortais les poubelles, c'est moi qui faisais la déco, c'est moi qui amenais les plantes pour que ça ait l'air un peu nice pour les premières recrues, puis ça me dérangeait pas, comme j'aimais faire ça, j'ai apprécié le journey qui vient avec ça, mais c'est sûr que ça a été un sacré choc. Puis tu sais, à RevStar, je faisais la blague pour ceux qui étaient là de montrer mon T4 de cette année-là quand on a parti la business où, tu sais, je suis passé d'une job qui faisait, tu sais, 6 chiffres à un très petit chiffre l'année d'après avec une hypothèque et tout. C'est sûr que, tu sais, ça pince un peu. C'est bien. Mais ça fait partie du jeu. Puis je pense qu'il faut... c'est important de tomber un peu, à mon avis, de tomber un peu amoureux de ce journey-là, puis de réaliser à quel point ça fait partie de cette aventure-là, puis c'est important de le vivre, ce côté-là. Pourquoi ce jeu-là s'est traduit par une business qui aidait les golf club owners? Ouais. Beaucoup trop de vin. Vraiment, là. C'est juste trop de vin, en fait. Vino Brainstorm avec Guy, puis... Ben, en fait, Guillaume, mon cofondateur, mais on est devenus quatre cofondateurs. On a fait plein de conneries au début. On était un plus, etc. On pourra parler de ça si tu veux, mais en fait, Guillaume Jacquet, qui est mon partner dans cette business-là, partner principal,
dans la business était mon collègue. Donc, nous, on est deux financiers purs et durs là, à la base. Mais le frère de Guillaume, c'est un professionnel de golf. Frédéric Jacquet, qui est en fait à la genèse de la business. C'est vraiment Fred. Je savais pas ce bout-là. Ouais. Puis Fred, à l'époque, pour ceux qui connaissent la région Ottawa-Gatineau, travaillait au Château Cartier. Let's go. Club de golf Château Cartier à Gatineau. Puis autour donc d'une soirée bien trop arrosée, avec trop de vin, du bon vin. Bon, ils viennent de Bourgogne les deux, donc c'est de l'excellent vin qu'on boit avec ces deux personnes que j'affectionne particulièrement. En fait, il nous parlait de son quotidien avec le logiciel vraiment boboche qui était utilisé au Château Cartier à l'époque. Puis Guillaume et moi, on s'est regardés, puis on est comme dude, there's something here. Puis en fait, on voulait lancer quelque chose, puis c'est comme la première idée vraiment sur laquelle on a accroché, puis and we never look back. Fait que c'est comme ça que c'est parti. Puis après, on a rencontré notre développeur qui est devenu le CTO, Seb et tout. OK. Fait que ça veut dire que vous étiez pas en mode dog fooding, là, genre on règle notre propre problème. Vous étiez pas nécessairement des joueurs owners. Je te dirais Fred, oui, tu sais, parce que Fred utilisait le logiciel. Fait que tu sais, revenant au founder market fit, c'était lui, ouais. C'était lui le founder market fit. Comme C'est lui, bon. il savait ce que c'était que d'opérer un terrain de golf. Quand je dis un professionnel de golf, encore juste pour ajouter, là, j'ai parlé du Château Cartier. Fait que c'est pas glamour, là. Il est pas sur le PGA Tour. Je sais qu'il aimerait ça, là, mais il s'est jamais rendu là, malheureusement, Fred. Mais il est un super bon golfeur, nevertheless, là. Il s'est jamais rendu. Mais tu sais, PGA, c'est vraiment, tu sais, c'est comme jouer dans la Ligue nationale, là. C'est compliqué. Mais il est un amoureux de golf, un excellent pro de golf, donc un enseignant à la base. C'est un pro de golf, c'est un enseignant dans un terrain de golf. Puis il travaillait derrière le comptoir aussi pour gérer la boutique du terrain de golf. Donc, c'est comme ça que, bon an, mal an, il a réalisé c'était quoi l'infrastructure tech d'un terrain de golf. Fait qu'il y avait du dog fooding. Puis, en fait, nos premières ventes, au début, c'était Fred avec son bâton de pèlerin qui allait voir des terrains de golf dans son réseau, puis qui voyait s'il y avait un intérêt. Puis là, on s'est tous mis à faire ça. Puis moi aussi, là, j'allais voir des terrains de golf pour... All right, folks. Petit shout-out à Unicorn, partenaire certifié, ça se passe. Si ta facture AWS te surprend chaque mois, on a quelque chose pour toi. Unicorn, c'est une équipe Keb certifiée AWS qui t'accompagne dans ton infra cloud. En plus, ils ont bâti Stable, leur propre SaaS pour réduire et prédire tes coûts en temps réel. Les gens en DevOps puis en FinOps qui l'utilisent capotent. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Écoute aussi l'épisode 126 avec Éric Pinet, leur cofondateur. OK? De retour au pod. Vois-tu, je me serais dit qu'il aurait peut-être été plus avec son bâton de golf. Ouais, c'est vrai que c'est un bâton de pèlerin. J'ai un problème mental, man. Ouais. Quand je vois une joke plate, je suis comme, faut pas que je le dise. Puis là, je le dis. Là, après ça, faut que je dise une affaire de même si tu le connaissais comme personnage, il y a tout le temps un bâton de golf dans les mains. Fait que je le vois vraiment, ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à GTA 5. Avez-vous déjà joué à GTA 5? Ah, ouais. Fait que Chrono, ce qui est intéressant, c'est que vous avez levé du cash quand même tôt dans le processus. Ouais. Genre 3 rounds relativement rapides. Ouais, fait que nous, tu sais, Guillaume et moi, on travaillait full-time. Puis, on travaille sur ce projet-là part-time pendant à peu près, je dirais, un bon 18 mois. Fait que c'était des 100 heures semaine où est-ce que, avant de lever du financement, on est allé chercher des premiers clients et on finançait la business avec le salaire que Guillaume et moi faisaient. Puis quand on s'est rendu à un stade où on avait une certaine traction, là, on s'entend en traction, on avait comme une quinzaine de clients, mais on avait du vrai revenu, là. C'était, je sais pas, 30, 40, 50 000 $ de recurring revenue. C'est là où on a lancé la ronde qu'on a closé en 2014. Mais on avait commencé à travailler sur le projet dès... j'essaie de me rappeler des chiffres, là, mais tu sais, comme l'été 2012, je pense qu'on avait comme 3 terrains de golf là, qui étaient sur la plateforme. L'été d'après, il y en avait 10. Puis là, après, on est allé un peu plus... Très cool. On dirait que genre, j'ai le goût de bloquer un mini peu là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui vont te sortir la philosophie du genre burn the boats, genre go all in, fais pas une transition hybride où est-ce que ton attention est focus sur X, puis là, ta business est Y. C'est comme pas ça que vous avez fait. Vous autres, vous avez juste comme pas burner le boat, juste doubler les heures, puis comme... Quick, looking back, t'es comme, make sense, tu le recommanderais à des founders ou ben pas tant? Écoute, c'est une façon d'aller chercher une première validation de marché, puis d'aller valider avant de burner tes boats s'il y a
you're actually solving a pain, right? Fait que, tu sais, c'est une chose d'en parler autour du bon vin, mais là, tu sais, il faut aller voir s'il y a un réel besoin. Donc, c'est un peu ça la logique. Puis au début, je veux dire, on a vendu la plateforme sur un PowerPoint, là, on n'avait pas de produit. Puis après, on est comme, shit, on a 3 commandes, fait qu'on va essayer de trouver des développeurs qui peuvent développer quelque chose qui a un peu d'allure. Puis, tu sais, on a commencé comme ça. Mais oui, à un moment, c'est inévitable. You have to burn the boats. C'est juste qu'au début, on voulait aller chercher une certaine traction, une certaine validation. Parce que si cette idée-là aurait pas fonctionné, on aurait pivoté sur un autre truc. Donc, on voulait au début juste nous assurer de voir s'il y avait un fit. Là. Puis ça a pris combien de temps avant la soirée, Vino, puis la première ronde de financement, mettons? Moi, je te dirais un bon 18 mois. OK. Ouais. Puis c'est quoi? Parce que lever du capital... La première fois, c'était 2014? 2014, première ronde, ouais. Lever du capital en 2014 à Montréal pour une startup, pour un SaaS, c'est... À quel point c'est différent d'en lever aujourd'hui? Je veux que tu me fasses, genre, comment le market a bougé pour les founders qui raise? Parce que c'est tellement alien pour moi, ce monde-là, que j'aime mieux avoir des témoignages de monde qui savent un peu plus. Je t'avoue que Guillaume et moi, ça, c'était notre superpower. Fait qu'il faut dire que par rapport à d'autres qui auraient été dans nos circonstances, nous, on avait un edge, c'est que chez Theralis, on investissait dans des fonds. Il y a de l'investissement direct. Theralis, d'ailleurs, est investisseur à l'époque dans Lightspeed, mais principalement, c'est un fonds de fonds. Donc, en fait, tout le réseau de Guillaume et moi, c'est beaucoup des fonds d'investissement que vous connaissez encore aujourd'hui, comme j'ai fait le dossier d'Innovia à l'époque, Georgian, des fonds comme ça. Donc, on avait quand même un avantage, disons, particulier dans ce contexte-là. Il en demeure pas moins que lancer un vertical SaaS il y a 11 ans, 12 ans de ça, c'était pas aussi sexy qu'aujourd'hui. Il y avait pas d'AI en plus. Fait qu'au début, c'est sûr que c'était pas autant sexy. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a utilisé nos relations existantes. Donc, en fait, nos investisseurs, à l'époque et qui nous ont suivis par la suite, c'était Innovia. Tu avais Étienne sur ton pod récemment. Donc, Étienne, à l'époque, n'était pas là, mais Louis et Varun de Télégraphe, Early Believers. Oui, c'est vrai. Shout out to them. Innovia, donc shout out David No, qui est maintenant chez Luge, mais à l'époque, David était chez Innovia. Et puis Ange Québec, on a fait la tournée d'Ange Québec où on a pitché notre projet. Puis donc shout out à Ange Québec aussi. Puis à l'époque, en fait, le monde de la réaction, c'était wow, du vertical SaaS dans le golf, les gars, vous avez fumé. C'est quoi l'idée, là? Vous avez fumé? C'était comme pour eux, c'était très petit marché, tu sais, des terrains de golf, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y avait du mal à se projeter sur qu'est-ce que ça peut devenir. Tu sais, fun fact, Lightspeed Golf aujourd'hui, c'est une business de 60 millions, là. Tu sais, c'est comme, you can build something with that for sure. Ouais. Mais ouais. Fait que, ouais. Little did they know que t'allais vendre ça à Lightspeed. Yep. Tu veux ça à transition? Well, they all made money, so it's all good. Ceux qui ont cru, ils ont bien fait. On pourra pas s'éterniser sur Chrono, même si c'est un bout vraiment riche puis dense, mettons, de ton histoire, parce que je veux qu'on se rende à Lightspeed puis à What's Next. Ouais. Ceux qui sont intéressés, écoutez, c'est le pod de Guillaume. Je pense qu'il couvre un peu aussi cette aventure-là. Ouais, c'est avec toi. C'est l'épisode numéro. Joël, tu googleras ça puis on va le mettre en post-prod. Ça va avoir l'air que je les connais tout le monde. All right. Tu peux utiliser Eleven Labs, puis là, tu mets le nom en top, non? Les voix Keb dans Eleven Labs, c'est hit or miss en tabarouette pour ceux qui ont taponné un peu. Hein. En tout cas, t'as vendu à Chrono. Non. Dans quelle année? Si bon. Excuse-moi, tu m'as mêlé. Lightspeed a vendu à Chrono, ouais. Ça a été exact. Beau, hein? Non. T'as vendu Chrono à Lightspeed. Ouais, en 2019. 2019. Ouais. Cet exit-là, pourquoi tu l'as fait? Est-ce que c'était déjà dans les plans au début, genre, hey, on va scaler un SaaS pendant un bout, on va l'exit, puis après ça, on fait d'autres choses? Ou comme c'est une opportunité un peu, qui est sortie de nulle part, vraiment pas. Ouais, donc en fait, pour ceux qui ont jamais mis les pieds dans un terrain de golf, qu'est-ce qu'il y a dans un terrain de golf? Ben, évidemment, il y a un terrain de golf, mais il y a une boutique on appelle ça un pro shop en anglais, donc un commerce de détail. Puis souvent, il y a un service de restauration. Ça peut être un snack bar super simple qui vend des hot dogs, ou ça peut être un restaurant très sophistiqué, très huppé, etc. Donc, en fait, nous, rapidement, dans notre aventure avec Chrono, on a réalisé que d'avoir une intégration avec un point de vente, puis une plateforme de paiement physique là, dans les terrains de golf, ben ça ferait beaucoup de sens. Mais on avait été très frugal dans nos levées de fonds. Nous, on était très conscients de la dilution, finalement, qu'on pouvait subir en tant que... Faut utiliser un terme peut-être un peu agressif, mais qu'on pouvait subir en tant qu'entrepreneur.
Et on se faisait tellement dire que c'était un petit marché qu'on était comme, bon, ben si c'est un petit marché, on va pas lever trop d'argent. Fait que, tu sais, on était un peu conscient de ça aussi. On avait un petit chip on our shoulder, I guess. Mais donc, tout ça pour te dire qu'on a réalisé qu'il fallait un point de vente pour offrir une solution complète à ces terrains de golf-là. Puis on a décidé qu'on n'allait pas bâtir un autre point de vente parce qu'il y en avait déjà assez dans le marché. Ouais, ça popait à cette époque-là. À l'époque, il y avait Lightspeed, il y avait un autre joueur d'ailleurs qu'on a racheté qui s'appelait Vend. Je sais pas si à ton époque de Snipcart, tu avais regardé Vend, mais bref, on a intégré 4-5 différents POS. OK. Je t'évite cette aventure-là, on pourrait en parler pendant des heures, mais en 2015, on avait notre intégration, on commençait à avoir des clients en 2015. 2016, on gagne Partner de l'année de Lightspeed. Puis 2016 jusqu'à 2019, on est devenu de loin le plus gros partner de Lightspeed. On revendait Lightspeed à même notre plateforme et notre solution. Ouais. Puis out of nowhere, dans la niche du golf, je veux dire, on était là de loin, leur plus gros partner. Puis on allait à tous les Partner Summit, on raflait tous les prix et tout. Fait qu'en fait, le rapprochement avec cette compagnie-là, elle a eu lieu très tôt dans notre aventure, puis on est devenus amis avec l'équipe ici, puis on partageait beaucoup de valeurs, puis on partageait nos clients. En fait, nos clients, c'était des clients Lightspeed. On avait fait des intégrations avec d'autres POS, mais la suite Lightspeed était la meilleure parce qu'il y avait la suite retail et la suite restaurant, ce qui est génial pour un terrain de golf. Puis nous, on a bâti plein de tech au-dessus de ça. Fait que ça revient à mon point qui est que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu aies de l'optionnalité, puis il faut que tu commences à réfléchir à ton exit assez early. Nous, on parlait déjà en 2016 que Lightspeed pourrait être un acquéreur naturel de chronogolf. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, donc on a levé 3 rondes, des petites rondes, 2014, 2016, 2018. En 2019, on a reçu 2 offres d'acquisition de joueurs qui sont plus traditionnels dans le space. Unsolicited. Ben, unsolicited, je veux dire, on les côtoyait, puis on les faisait mal parce qu'on prenait leurs clients, puis notre tech était plus avancée. Tu sais, c'était le virage vers le cloud, puis il y avait beaucoup de trucs legacy on-prem, donc on était comme the fresh kids on the block, puis on commençait vraiment à avoir une belle progression. Alexis and Co, toute l'équipe de vente, marketing, on faisait une belle job, fait qu'on commençait à jouer dans leur tête, si je peux dire ainsi. Puis donc, on a eu deux offres à l'époque des 2 plus gros joueurs dans le space. Puis moi et Guillaume, on se voyait vraiment pas prendre l'avion jusqu'à Orlando à chaque semaine. On était comme, wow, ça va être vraiment une histoire assez plate post-acquisition. Ouais, si vous êtes déjà allé à Orlando, c'est là où les rêves vont pour mourir. Mais en tout cas... bref, mais donc ouais, random. Mais tout ça pour dire que donc là, on a 2 offres sur la table, puis forcément, ben c'est pas des offres dégueulasses. Tu sais, on regarde ça, on est comme OK, c'est quand même intéressant financièrement. Puis on est allé voir Lightspeed, et puis à cette époque-là, désolé pour le grand détour, mais Lightspeed venait juste de sortir public, où ils étaient en train de préparer à l'époque, quand on commençait nos conversations, un IPO sur le TSX qui a eu lieu en mars 2019. OK. Puis la première acquisition de Lightspeed après l'IPO est devenue Chronogolf en mai 2019. Donc, en fait, Lightspeed, très simplement, a dit, ben non, c'est pas vrai que vous allez être racheté par ces joueurs-là. Vous êtes notre plus gros partner. Ouais. Puis, on peut bâtir quelque chose d'incroyable à même les murs de Lightspeed. À l'époque, on sortait Lightspeed Paiement, qui est très, très intéressant dans un contexte de terrain de golf, parce qu'un terrain de golf génère quand même beaucoup de volume. Fait que c'était vraiment un plan de, certes, se faire racheter par Lightspeed, mais continuer à bâtir golf et créer une division de golf à même Lightspeed. J'ai une autre question un peu noob, man. Moi, la joke dans la communauté, c'est genre, si vous saviez pas, j'avais vendu ma compagnie. Ben, j'en ai parlé plein de fois depuis que j'ai lancé Ça se passe, mais tu sais, nous, c'est une petite compagnie privée qui a été achetée par une un peu plus grosse compagnie privée que tu connais, Douda. Est-ce que c'est plus simple ou au contraire plus quand même compliqué de se faire acheter par une compagnie publique? Ça implique-tu plus de scrutiny ou plus de vérification diligente? On dirait que c'est sûr que c'est plus lourd en termes de due diligence, comme tu dis. C'est un processus qui est peut-être un peu plus complexe. Après, peut-être que la simplicité dans ce genre de contexte-là, de transaction-là, c'est que nous, la transaction était en partie cash, mais en partie en équité. Ouais. Puis bon, comme tu le sais,
quand t'as de l'équité dans une compagnie privée, ben, you know, like you're kind of rolling the dice, puis idéalement, ça va bien à ce moment-là, mais tu sais, c'est plus difficile de monétiser ta position. Je le sais, en estime. Faut que tu passes par du secondaire, potentiellement. Exact. Fait que, tu sais, nous, c'est sûr que je te cacherai pas que c'était plus intéressant pour nous, les fondateurs, mais les employés aussi, hein, tout le monde qui avait des stock options dans la compagnie, parce que, bon, ben, par la suite, ces options, ces actions-là sont aussi devenues monnayables après un laps de temps. Fait que je te dirais qu'il y a du plus puis il y a du moins, mais bon, c'est sûr que le moins, il y a beaucoup plus d'attention aux détails, puis c'est pas juste l'attention des détails de l'équipe interne de Lightspeed, c'est qu'après, tu as toute la communauté d'analystes qui analysent le deal, puis est-ce que c'est un bon deal? Fait que tu as toujours cette dynamique-là quand tu es public, là, tu peux jamais t'en sortir, là, mais c'est ça. Il y a beaucoup de yeux qui regardent ce que vous faites. Hell yeah. Puis encore, on n'est pas une si grande compagnie, là, in the grand scheme of things, là, tu sais. Puis le deal a duré combien de temps, mettons, à partir du moment où on a fait, ben là, on a eu ces autres offres-là, vous autres, vous vouliez peut-être nous acheter, combien de temps ça a pris? Honnêtement, quelques mois. Je dirais, ça a été quand même assez rapide. Ouais. Puis là, dans ton identité de founder, il y a dû avoir, là, j'assume, là, un update de genre, un moment donné, t'es comme dans les bureaux, je sais pas si vous étiez là à l'époque. Ben, en fait, pour revenir à cette époque-là, c'était quand même, nous, on était dans le Myland. Donc, tu sais, pour ceux qui connaissent bien le Myland, on était dans le coin de Casgrain, Saint-Viateur, dans la tour de Panthère Verte, là. Je sais plus si Panthère Verte est encore là aujourd'hui, là, mais où est-ce qu'il y avait Frank and Oak pis tout ça. Great vibe, on avait un super beau bureau, on adorait le coin. Mais veux pas, je veux dire, c'était quand même super convenient, là. On a mis l'équipe puis notre stock dans une coupe d'autobus, puis on a descendu Saint-Laurent, là, puis on est arrivé ici. C'était quand même une intégration post-acquisition très chill. Là, je pense que tu as vécu un autre monde, là, complètement, littéralement. Donc, nous, c'était sûr que d'un point de vue culturel, on avait déjà cette proximité physique, les valeurs, etc. On était quand même super proches, donc ça a été facile. Mais oui, après, c'est sûr que c'est un changement. Bon, après, pour vous donner une idée, quand on arrive chez Lightspeed à l'époque faisait 75 millions de chiffre d'affaires. Fait que, tu sais, il y a eu quand même plusieurs chapitres après, là, de 75 millions à 1,2 milliard aujourd'hui, mais à l'époque, en 2019, Lightspeed venait juste de clôturer une année à 75 millions, là, dans le contexte de l'IPO. Mais moi, ce que je veux savoir, puis tu me dis si tu veux qu'on en parle ou pas, là, c'est juste toi puis moi, anyway. Ça, c'est une facile en passant. À chaque fois que je la fais, c'est comme... ouais. Mettons le ownership, le sentiment de c'est moi qui call les shots, de prendre l'autonomie, d'avoir ton autonomie. J'imagine que c'est une manière d'exit de juste dire, t'as-tu un problème avec l'autorité, JT? Dans le fond, toi, t'étais-tu all good une fois que t'as été acquis pis c'était plutôt le boss? Ah, j'ai aucun problème avec l'autorité. Ouais. Alright. Non, vraiment. Non, mais dans le sens où je veux dire, j'ai commencé ma carrière, j'avais dans un cadre hyper, tu sais, hyper, je vais un peu loin, mais relativement rigide, tu sais, surtout GE, je veux dire, quand même, là, Nokia. Donc non, j'ai aucun problème. Après, tu sais, il faut pas non plus trop exagérer. Je comprends Lightspeed, on a cette perception que c'est une grande entreprise, mais encore une fois, je vais réitérer, à l'époque, c'est une business qui fait 75 millions de chiffre d'affaires, là, c'est pas si gros que ça, tu sais. Golf aujourd'hui est quasiment aussi gros que Lightspeed à l'époque, tu vois. Puis donc quand on arrive, je veux dire, on a quand même, c'est une plus grande entreprise, mais on a une proximité très très proche. Puis je veux dire, la mentalité chez Lightspeed encore aujourd'hui, c'est quand même une mentalité très flat, là, tu sais. Fait que nous on arrive, puis on a déjà cette proximité à JP à l'époque, qui était le président à l'époque, à Dax, à toute l'équipe de direction. Je pense que si ça avait été d'autres circonstances, une plus grande entreprise, je pense que j'aurais eu des problèmes avec l'autorité, pour revenir à ta question initiale. Mais là, j'avais vraiment pas ce sentiment que j'étais freiné. Tu sais, je pense qu'au contraire, une de mes grandes fiertés depuis qu'on est arrivé chez Lightspeed, c'est que les gens qui sont joints à notre aventure avant Lightspeed puis qui sont venus avec nous chez Lightspeed, on continue à avoir des super belles carrières chez Lightspeed, puis ont grandi dans l'organisation, puis ensuite d'autres ont lancé des business par la suite, mais ça a été vraiment un super fit culturel pour les employés, puis ça a été aussi un super bon fit pour nos clients. Tu sais, nos clients, ils ont compris pourquoi on faisait ça. Fait qu'on est vraiment là, comme une histoire malheureusement plate à raconter, dans le sens où j'ai rien de négatif à dire, j'ai aucun drama, puis tu sais, veux pas, l'autre truc que je peux pas vous nier, c'est on est arrivé, le stock était à 16$, puis il est monté à 160$, fait que tout le monde souriait bien longtemps, là, tu sais, par la suite. Là. 10X, baby. Malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui, mais
je veux dire, à cette époque-là, c'était une autre époque. Fait que je dirais les 2, 3, 4 premières années de l'acquisition, c'était une certaine euphorie où everything was going up, everything was going well. Happy days. Très cool. Happy days. Yeah. Puis pour revenir au Vertical SaaS, real quick, avant qu'on passe au next, à la prochaine section, mettons, tu disais, quand on était des young kids on the block, il y avait du monde qui voyait pas nécessairement le potentiel d'un SaaS verticalisé puis spécifique à une industrie. Ouais. Aujourd'hui, la game a vraiment changé, mettons. Puis je suis curieux de voir, mettons, machine à simulation, là, tu dois absolument te repartir un SaaS, ta vie en dépend demain, mettons. Tu irais-tu encore dans une track verticale avec toutes les avancées avec les AI ou tu essaierais de te craquer un play un peu plus horizontal? Je suis curieux. Pour moi, ultimement, ça revient à une question de capital avant Fair. tout. Fair. Donc, je veux dire, la réalité, c'est que de bâtir une business horizontale, ça va être très, très, très dispendieux. Bâtir une business horizontale, c'est méconnaître son ICP parce que t'as vraiment quand même une grande variation de types de clients que tu as là-dedans. Donc, c'est quand même très, très difficile, à mon avis, pour un modèle startup de commencer horizontal from day one. Mm-hmm. Tu peux peut-être te rendre horizontal avec le temps, mais tu sais, encore une fois, dans un contexte où tu as des ressources, tu as des contraintes au niveau de tes ressources, tu as des contraintes au niveau de ton capital, puis tu es encore au balbutiement de comprendre qui est ton client idéal pour ton produit. Si tu commences horizontal, tu y vas vraiment en mode Rambo style. Là. Good luck. Là. Ça va être difficile, mais écoute, je veux pas vous freiner dans vos idées si vous voulez faire ça, mais si vous me posez moi ce que je ferais, j'irais vertical, certainement. C'est sûr que tu as un biais d'expérience aussi, ou que tu as réussi à l'envoyer en dehors du parc avec du vertical. Fait. Ouais. C'est sûr que j'ai un Les biais. boys de Deck.co sont venus sur Ça se passe sur le pod, il n'est pas encore sorti, mais justement, eux autres, ils veulent faire un play infrastructure. J'en suis conscient, ouais. J'ai suivi un peu leur histoire. J'en ai jamais parlé, mais beaucoup de respect. 2 bons Rambo. Ouais. 2 bons Rambo, man. J'ai cette impression-là. J'ai hâte de voir. Ouais. Sweet, man. Puis, j'ai le goût, tu sais, une question qui est comme, je veux pas dire paparazzi ou genre fan ou whatever, mais c'est comme, OK, t'étais founder d'un SaaS, cool, tu raises un peu de cash, tu fais un bel exit, t'avais un partner fit avec ton acquéreur, pas de drama. Yep. N'en reste pas moins que fast forward à aujourd'hui, t'es le président de cette compagnie-là, right? Ouais. Puis genre, au début, tu me disais, ah man, je m'en foutais, je sortais les vidanges puis tout ça, puis quand je suis arrivé, t'étais pas en train de sortir les vidanges ici, mettons. Non, j'allais bouger le bol de chips, puis on m'a dit d'arrêter. C'est Gabriel qui m'a dit « Fais pas ça! » Mais, ouais. Fait que, en fait, ce que je veux que tu nous racontes un peu, un genre de insider view, c'est comme le day-to-day d'un président d'une compagnie en tech publique, ça ressemble à quoi? Genre, y a-tu des affaires que tu faisais, t'étais même pas proche de penser que t'allais faire quand t'étais founder de Chrono, puis qu'aujourd'hui, c'est comme au core de ton day-to-day? Ben, c'est sûr que c'est très différent, je veux dire, à plusieurs niveaux, parce que c'est pas les mêmes stakeholders. En fait, t'ajoutes le fait que c'est une beaucoup plus grande entreprise. Donc, tu sais, comme on disait à l'instant, chez Lightspeed, on est plus de 3000. Dans mon groupe, à moi, on est 2000 employés, give or take. Si on regarde juste l'équipe de vente ou l'équipe qui a un quota au quotidien, là, ce mois-ci, on est à 725 reps. c'est beaucoup de monde. Donc, c'est sûr que ça change ton quotidien, veux pas. 2, bon, là, quand t'es privé, t'as un board, mais là, quand t'es public, t'as un board, puis t'as la communauté investisseurs, analystes, etc. Donc, ça ajoute une autre dimension, puis il y a un certain volet de représentation qu'il faut faire, qui vient pas juste avec beaucoup de monde, tu fais de la représentation en interne, mais tu dois aussi faire plus de représentation à l'externe. Comme ce soir, là, tu représentes. Ouais, ça, c'est un exemple de... Non, mais c'est vrai, ça fait partie de mes tâches de faire de la représentation. Là, je t'adore particulièrement. Fait que pour moi, c'est pas de la job, là, mais je veux dire, je dois faire des trucs comme ça. C'est sûr, ça fait partie de mon rôle. Fait que, tu sais, il y a quelques mois, je m'étais amusé à calculer, tu sais, qu'est-ce que je fais. Fait que peut-être pour vous donner un aperçu, moi, mon rôle est quand même plus porté vers l'interne, tu sais, contrairement à Dax, qui, lui, est beaucoup plus vers l'externe. OK. Moi, j'ai vraiment un rôle principalement interne. Donc, je suis vraiment dans les opérations de la business. Fait que 50% de mon temps est passé dans ce que je dirais être le day-to-day grind de gérer les opérations d'une équipe commerciale puis d'une compagnie de notre taille. Fait que je passe mon temps à être dans des one-on-one, des skip meetings, rencontrer des clients, des team meetings, des huddles. On a une cadence, on a une vélocité hebdomadaire chez Lightspeed. Fait que tu sais,
C'est vraiment une cadence à chaque semaine. Quels sont les chiffres? Où est-ce qu'on se situe par rapport aux chiffres? Fait que je dirais 50% de mon temps est vraiment plus dans le tactique des opérations. OK. Puis ça, c'est une journée qui ressemble au bureau 9 à 6 avec 12 meetings. Le matin, c'est le gym. Puis le soir, c'est deep work. Fait que disons, le soir, je retourne chez moi, on couche mon fils, ma fille et tout, puis là, je travaille jusqu'à 11h à peu près, tu sais. OK, tu t'en crains qu'une late night session. You have no choice, tranquille. man, parce que durant la journée, là, j'ai pas le temps de réfléchir. Je suis juste dans des meetings non-stop. Ça, c'est 50% de mon temps, puis généralement, ça se passe à Montréal. Après, 25% de mon temps, c'est plus de la stratégie, avec des off-sites, parce qu'on rassemble les exécutifs de la compagnie. Et là, souvent, on le fait aussi en voyageant. Donc, ça va pas être à Montréal. Donc, on va aller visiter les bureaux. Orlando. Etc. Pas Orlando, mais Ça, c'est un jour. callback. Good job. Puis le remaining 25%, je te le splitterai en 12,5, disons, pour faire simple. La moitié du 25, c'est gestion du board, gouvernance et tout ça avec le board. Étage. Puis 6e étage, exactement. Puis il y a un autre 12,5 qui est plus de la représentation, soit interne, donc on fait des gros summits, on fait des gros trucs, où est-ce que là, c'est plus un show, là, puis là, il faut que je fasse mon show, ou externe, comme on fait aujourd'hui. Fait que ça te donne un peu un... Fait que c'est tough, parce que, tu sais, dans le prep, tu m'as dit, comme, donne-moi une semaine régulière de Jean-David chez Lightspeed. Il n'y a jamais une semaine régulière. Par contre, les trimestres se ressemblent beaucoup. C'est les mêmes patterns à chaque trimestre. Puis, une des réalités que tu as aujourd'hui, c'est justement que dans une compagnie publique, il y a beaucoup de stakeholders, right? Puis, ce que je veux savoir, c'est lequel type de stakeholder t'a demandé la plus grande adaptation personnelle? C'est-tu justement le type de staff? Je pensais que c'était la cloche que j'avais tantôt. On a-tu fini? We're getting pulled off the stage. You have to leave. Ouais, fait que mettons, call it, les clients, les employés, les marchés financiers, les conseils d'administration, c'est ton rapport avec lequel de ceux-là qui était le plus rough? Je te dirais, sincèrement, là, je dis pas ça, tu sais, pour me whatever, mais c'est pas ça que j'ai trouvé le plus rough. C'est plutôt, j'ai deux problèmes dans la vie. Je suis un control freak. OK. Et j'en prends trop tout le temps. OK. Fait que quand tu ajoutes ça à 3000 employés, ça, c'est vraiment compliqué. Ouais. Fait que c'est pour moi, ça a été plus ça qui a été le plus difficile avec le temps. C'est d'accepter puis c'est pour ça que j'ai quand même une approche très systématique et systématisée de ce que je fais. C'est pour quand même garder un contrôle, mais sans le faire day to day. Ça a été ça la plus grande adaptation. Quand on était chez Chrono, je veux dire, à l'époque de l'acquisition, je pense qu'on était all in, là. J'inclus l'équipe de dev, tout le monde. On était à peu près 60 employés, tu vois. Donc, je pouvais tout voir à vue d'œil, puis j'avais l'impression d'être en contrôle. Là, c'est beaucoup plus difficile d'être en contrôle quand on a une compagnie de notre taille. Fait que ça a été ce qui m'a demandé le plus d'adaptation, le plus de travail sur moi. Puis encore aujourd'hui, j'en prends comme 10 fois trop, là. Puis tout le monde me le dit, là. C'est comme, aïe, pourquoi tu fais ça? Mais c'est juste de même, là. Je suis en train d'en prendre trop, mais c'est ça. Ben, ça me porte vers mon autre question que j'aime poser à tout le monde. Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi? C'est-tu dans cette veine-là, genre? Tu sais, c'est toujours difficile de répondre à cette question-là parce que faudrait peut-être le demander, à mes collègues. Ils seraient peut-être plus à l'aise de te le dire ouvertement. Mais ce qu'ils me disent à moi, puis ce que j'entends, c'est que je suis très intense. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un je suis facile comment dirais-je? Tu sais, t'as différentes personnalités dans les rôles comme le mien. Je pense que je suis quelqu'un avec qui c'est facile de s'entendre et de travailler. Je suis très approchable, je suis très social. I care deeply and I really care. Fait que tu sais, je vais vraiment comme m'intéresser et je vais être très curieux, mais je suis très intense. Fait que puis je veux que ça aille vite. Fait que là, c'est sûr que pour certaines personnes qui préfèrent prendre un peu plus leur temps, ben ça va jamais assez vite à mon goût. Donc puis ça a été amplifié là, avec le temps. Puis je te dirais la différence peut-être, tu sais, à l'époque de Chrono, j'étais comme ça, mais je savais pas c'était quoi la barre. J'avais pas une bonne idée de jusqu'à où tu peux pousser, tu sais. Mais là, j'ai une bonne idée de jusqu'à où tu peux pousser jusqu'à ce que l'élastique pète. Fait que l'élastique, il est beaucoup plus étiré aujourd'hui quand tu travailles avec moi aujourd'hui que peut-être à l'époque avec Chrono, tu sais. C'est intéressant, man.
On a une troisième ligne audio pour les questions. On va faire venir ton staff puis on va leur faire répondre devant caméra puis devant audience. Chez Lightspeed, je pense que c'est fair de dire que vous... Tu sais, d'un point de vue d'un petit SaaS bootstrap, c'est comme un géant, Lightspeed, right? Ouais. Grosse compagnie, publique, unicorn, vie d'un château, etc. Mais on se préparait, puis on jasait d'autres trucs, puis tu me disais, tu sais, Frank, c'est genre une question de scale un peu, genre, parce que moi, je disais, tu compétitionnes avec, genre, le grand géant vert, Shopify, tu compétitionnes aussi avec Toast, Toast, qui est un autre gros vertical SaaS. Ouais. C'est quoi... Comment tu te sens par rapport à ces compétiteurs-là de façon générale, puis je vais creuser sur des trucs après. Non, mais c'est ça, c'est drôle parce qu'en effet, pour être honnête, cette perception-là que tu as ou peut-être que d'autres ont, elle est quand même très québécoise ou canadienne, là, parce que je veux dire, quand tu sors du Canada, tu reçois pas ce son de cloche-là, mais nous, notre quotidien chez Lightspeed, on est les challengers, on est les new kids on the block, we're the up-and-comer, on est le plus petit pousset, si tu veux, dans une histoire de David contre Goliath, on est définitivement le David, tu sais. Donc, bon, tu as mentionné Shopify dans le commerce de détail, tu sais, c'est indéniable, là, c'est le 10-pound gorilla. Nous, la complexité qu'on a en plus chez Lightspeed, c'est qu'on a deux gorillas. On a le really, really big gorilla qui est Shopify, puis on a un other smaller but still gorilla qui est Toast. Tu sais, si tu regardes les market cap, Toast, c'est 10 fois notre taille. Shopify, c'est 100 fois notre taille. Puis là, Toast, pour ceux qui ne savent pas, c'est au niveau de la restauration, right? C'est exactement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans le commerce de détail et dans la restauration. Donc, dans le commerce de détail, ce serait Shopify. Dans la restauration, particulièrement aux États-Unis, le Toast est très implanté aux États-Unis. Ouais. C'est le leader pour le logiciel de gestion de restaurant, plateforme de paiement et tout, c'est Toast, ouais. Puis, j'ai l'impression que des fois, quand tu as un gros compétiteur qui a un bon mind share dans le marché ou chez tes cibles, il y a des choses sur lesquelles tu acceptes de butt heads, de compétitionner, mettons, directement. Bon, que ce soit, mettons, un type d'ICP ou un type de feature, whatever, mais il y a d'autres choses que tu laisses aller. Puis tu es comme, ça, man, on compétitionne pas avec vous là-dedans, on vous le laisse aller ou vice-versa. Peux-tu me donner des... Très bonne question. Merci. Très bonne question. Je te dirais que ça a changé. Ça revient un peu à ce que le point que je faisais avec horizontal, vertical. Ouais. Ça revient avec les attentes capitalistiques de tes investisseurs. OK? Fait que dans la période YOLO or when money wasn't a thing, puis où est-ce que la profitabilité n'était pas importante, pas juste Lightspeed, beaucoup d'entreprises avaient cette approche de dire « I'm gonna pick a fight with everyone. I don't care. Even if it's a gunfight, I have a spoon, I might win. I might get you. I'm gonna poke you in the eye or some shit. » J'angoisse, arrête. Je te dirais, aujourd'hui, quand tu regardes ça froidement, je simplifie une analyse très évidente, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que we pick fights where we're really good. Fait qu'on attend quand t'es dans le back alley, it's dark, you can't see us coming, then we smack you real hard. Tu vois, fait que c'est plus cette approche-là. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est dans le commerce de détail, nous, on est vraiment bon dans des verticales où est-ce que les commerces ont beaucoup d'inventaire. Et à la genèse, Dax, le fondateur de cette compagnie, a développé un produit pour les commerces de détail physiques. Donc, nous, on est vraiment physical first. Ouais. Et à l'époque, le logiciel de Dax en 2005 et dans les années 2000, c'était sur un ordinateur Apple et c'était utilisé par les Mac resellers et toute personne qui avait une boutique avec de l'inventaire et qui voulait utiliser dans sa boutique un point de vente sur un Mac. Dax, il avait bâti le produit de feu pour ça. Donc, on a toujours gardé cette genèse-là. Fait qu'encore une fois, les gens associent Lightspeed avec Shopify, mais la réalité, c'est que Shopify vient du monde digital avec e-commerce. Ouais. Puis, veut pas, leurs customers les ont amenés vers le monde physique. Nous, on est toujours venu du monde physique dans des verticales comme les vêtements, les boutiques de sport, les magasins de vélo, les terrains de golf, évidemment, comme on l'a dit à l'instant. Donc, tout ce qui a beaucoup de SKU. Là. Typiquement, un client Lightspeed, il y aura 10 000 SKU, 1000 SKU, c'est tout à fait normal. Puis ça nécessite un certain logiciel derrière qui va bien au-delà de juste comme une calculatrice qui dit combien tu dois. Là, Donnons des exemples. Specialized, pour ceux qui font du vélo, Specialized, c'est un client Lightspeed. Ils peuvent pas utiliser Shopify pour leur boutique. C'est pas encore assez abouti. Donc, c'est là où on se bat.
Similairement, dans la restauration, en fait, depuis 2015, on est dans la restauration en Europe, puis on est vraiment on est le toast de l'Europe. Alors bon, c'est un plus petit marché, donc tu sais, on se rend là, mais notre mentalité aujourd'hui, ça a été de dire, OK, c'est sûr qu'on fait de la restauration un peu à travers le monde, mais où est-ce qu'on est vraiment bon and where we're gonna dominate, c'est en Europe. Puis pourquoi? Parce qu'on a des fonctionnalités qui sont très spécifiques à la restauration européenne, qui sont pas forcément aussi pertinentes ici. Donc, tu sais, on est la solution qui est la plus utilisée par les restaurants étoilés Michelin, par exemple, pour te donner une idée. Donc, ton sponsor, Finalta, d'ailleurs, il y a un restaurant ici à Montréal, il me disait qu'il utilise Lightspeed. Gros David. Gros plug. Mais, ouais. C'est-tu fair, juste pour finir sur la compétition, c'est-tu fair de dire, j'imagine, là, que vous compétitionnez au niveau du talent pas mal aussi? Ben, c'est certain. Après, je te dirais encore une fois, tu sais, travailler pour Shopify ou travailler pour Toast, ça, c'est pas si glamorous que ça non plus, là. Tu sais, it's been one hell of a revolving door over there, là. Donc, mais oui, c'est sûr. T'es tout le temps, que tu sois une startup de 2 employés ou t'es une compagnie de 10 000, you're always competing pour du talent, c'est ça. 100%. Puis là, pour faire du pouce sur l'image que tu nous as donnée d'aller spooner quelqu'un dans une back alley, j'avais hâte de dire ça de même. Spooner, c'est plus de même, je pense, non? C'est un autre vibe, ça. Different back alley, tu sais. Different spoons. Moi, man, parlant de ça, j'ai l'impression que quand tu disais genre, quand tu racontais un peu tout ça, j'ai comme vu la genre de flamme du gars qui aime ça compétitionner, genre. Puis ça, t'as ça en toi. Ouais. Puis une des affaires sur lesquelles je voulais bouncer avec toi sur le stage aujourd'hui, c'est The Last Dance, qui est une série Netflix sur l'histoire des Bulls des années 90 avec Michael Jordan, Scottie Pippen, etc., etc. Puis quand on organisait Revstar, tu me disais, oh, il y a comme un peu une partie du thème, genre la musique qui va jouer, qui s'est inspirée de Last Dance puis des Bulls de ces années-là. Ouais. Puis là, tu me dis, ah, t'as écouté ça? Puis j'étais comme, non, j'ai pas écouté ça, moi, j'ai le basket. J'étais vraiment convaincu que t'aimais le basket parce que t'aimes le hip-hop, fait que je suis comme des années 90, fait que je voyais quand même un gros parallèle. Mais... 100%, man, mais genre, c'est ça. Tu m'as vraiment déçu. Tu m'as déçu, honnêtement. Ben, honnêtement. Je m'étais fait une image de toi, tu sais, à force de l'écouter dans mon char, là, tous les matins. Je dis, ce gars-là, c'est sûr qu'il aime le basket. Hein. Me semble, ouais. Anyway, dude. Toi puis Guillaume, puis même David de Boréal était comme genre, non, c'est dope, genre, tu devrais vraiment écouter cette série-là. Puis c'est rare que je me fais influencer, mais par des gens que je respecte, des fois j'accepte. Puis je me l'ai craqué. La série de Last Dance, c'était insane. Ouais. Genre, juste même, je trippe pas sur le basketball nécessairement, mais comme le niveau de storytelling, de comment aller chercher l'excellence, mettons, autour de Michael Jordan ou des autres joueurs, ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Puis ce que je veux savoir, c'est toi, par rapport à l'excellence, y a-t-il une leçon que tu as appris de cette série-là qu'on peut genre partager aujourd'hui? Puis, ben il y a tellement de beaux parallèles. Puis pour ceux qui l'ont pas vu, comme vous voyez, on vous encourage à le regarder. Puis c'est pas vraiment... Tu sais, comme tu disais, l'histoire de cette série-là, c'est le basket, c'est accessoire. C'est pas vraiment le basket en tant que tel. Ce que ça vous montre, c'est what it takes to win. Puis là, ça, c'est on another level avec particulièrement Michael Jordan. ça te montre à quel point c'est comment dirais-je en français, là, c'est une obsession qui a permis à cette équipe-là et à Jordan en particulier d'avoir 6 championnats. Tu sais, c'est quand même... C'est vraiment impossible de gagner 6 championnats dans ce genre de ligue-là, que ce soit le basket ou le hockey et tout. Mais donc, les leçons à tirer, ça va très loin dans la série parce que là, bon, le côté drôle de l'histoire, puisqu'on on fait quand même beaucoup de blagues. Si vous savez pas, Jordan, lui, il a amené ça tellement loin où est-ce que son concept, c'était de dire, premièrement, c'est un bourrin de travail, un bourreau de travail. C'est quelqu'un qui était maniaque de travail, en rendre même maladif. Puis bon, ça, je veux dire, malheureusement, c'est la vérité. Tu sais, quand tu lances une startup, ça va être un sacré grind, puis il faut que tu en sois conscient. Tu vas travailler comme un malade. Si tu veux que ta compagnie fonctionne, tu vas travailler comme un malade. Ça fait partie du jeu. Puis, c'est pas tes employés qui travaillent comme un malade. Il faut que toi, tu travailles comme un malade en premier. Puis, si toi, tu travailles comme un malade, ben les autres, ils vont avoir un certain respect. Puis, Michael Jordan, c'était vraiment ça. Son éthique de travail était irréprochable à tous les niveaux. Après, là, il amenait le vice quand même assez loin. C'est que lui,
c'est quelqu'un qui avait comme on dit, un chip on his shoulder, il y a quelque chose qui avait l'impression de toujours avoir à se prouver, parce que très tôt dans son enfance, si tu te rappelles, même à l'époque du secondaire, comme on dirait ici, il n'avait pas été pris dans la meilleure équipe de, le varsity team, là, l'équipe A de son secondaire, de son gros collège. Puis c'est toujours resté avec lui. Fait qu'il a toujours eu cette mentalité que je dois prouver aux autres que je suis le meilleur. Puis quand c'est pas devenu assez pour lui, ce côté-là, il l'a amené encore plus loin, où est-ce qu'il fallait toujours qu'il y ait une personne qui était l'antagoniste et il devait battre cette personne-là, il devait prouver à cette personne-là qu'il mérite le respect. Puis donc, il inventait de fausses, comme on dit en anglais, beef, like fake beefs ou des faux conflits avec des personnes pour encourager l'équipe à galvaniser leur énergie vers ce combat-là. Fait que, tu sais, entre autres, si vous regardez la série, ils se rendent en finale contre les Utah Jazz. Puis, dans un restaurant, le coach des Utah Jazz, il va au resto, il remarque pas que Jordan est là. Il va souper, il ressort du resto. Jordan, il prend ça comme un affront. Ah là, il m'a pas parlé au restaurant, il me respecte pas. Tu sais, c'était des idées complètement farfelues qu'il inventait. Mais ça lui, ces croustilles-là qu'il avait sur l'épaule, chips on the shoulder, ça lui créait un feu aux fesses, man, incroyable. De motivation que t'as jamais vu. Puis tu sais, tu peux genre juste googler ou checker sur YouTube, mettons, and it became personal for me, Michael Jordan. All the way. Tu vas voir toutes les fois où il y a des histoires de même. Il y en a une, c'est genre, le joueur, il finit la game, puis il dit à Michael, « Nice game, Mike ». Puis là, il dit, « And it became personal for me ». Genre, tu sais, comme si, genre, il l'avait fait un affront, comme tu dis. Exact. Fait que pour ramener ça, pour pas trop geeker sur Netflix, là, ouais. Pour ramener ça à toi, est-ce que t'en accentues des ennemis ou des antagonistes dans ta tête pour te driver puis te craquer? Ouais, ben je le mène pas si loin que Jordan, je vous rassure. Mes collègues vont être comme, oh my God. Mais oui, je veux dire, à certains égards, faut que la motivation, tu sais, quand tu fais quelque chose de difficile, pour franchir l'impossible, il faut que ta motivation, elle va au-delà de l'aspect pécunier de l'exercice. Il faut qu'il y ait une motivation, une passion qui va au-delà de ça. Fait que pour moi, c'est ça qui est l'essence de cette émission-là. Oui, que ce soit l'histoire de Chronogolf ou l'histoire encore aujourd'hui de Lightspeed, c'est complètement le cas. Puis d'ailleurs, je dirais même chez Lightspeed, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gamifié, on a systématisé ces concepts-là, pas juste avec l'externe. Donc, évidemment, on a nos Nemesis qu'on vient de mentionner, OK, Shopify, Toast, etc. Mais même à l'interne, mais là, de façon plus friendly, là, plus saine, on encourage énormément de compétition à l'interne, à même les équipes de vente. Puis, tu sais, si vous promenez dans les bureaux, là, au 2e, 3e, il y a des leaderboards partout. Puis, tu sais, il y a vraiment ce côté sain de la compétition. Donc, les équipes, entre équipes, puis même à l'individuel. Donc, quand tu m'as montré le floor GTM, tantôt, il y avait 2 d'autres qui faisaient du Brazilian Jiu-Jitsu à terre. Je suis comme un gars. Jordan, all right. Toi, t'en as-tu un passé d'athlète un peu, genre cette éthique et discipline et teamwork-là? Des fois, je vois beaucoup de founders qui ont ce background-là, genre athlète. Ben, j'irais pas jusqu'à dire, tu sais, athlète, j'ai pas été aux Olympiques, j'ai pas une chance de se rendre dans ces hautes sphères-là. Je me suis arrêté à l'université au basket, donc j'ai pas fait l'équipe des GGs, freaking GGs, you didn't take me. Mais ma femme, elle s'est rendue loin en athlétisme, mais j'ai toujours été, que ce soit dans mon milieu professionnel ou sportif, tu sais, j'ai joué au rugby à l'université et tout. J'ai jamais été le meilleur, mais I'm always the hardest worker. That you can bet on that. Fait que ça a toujours été tu sais, puis même chez Lightspeed, je veux dire, ça fait aucun sens que aujourd'hui j'ai 39 ans, mais tu sais, je me suis retrouvé dans ce rôle-là de CRO. À l'époque, j'avais 34, 35 ans, je pense. Ça fait aucun sens qu'un kid de 35 ans soit le CRO d'une compagnie publique. Since day one, ça a toujours été la mentalité, tu compenses ça par être la personne la plus préparée, la plus travaillante. Puis ça a toujours été mon objectif. Je veux que les gens se rappellent que JD is the hardest working person at Lightspeed all the time. Mais c'est quand même de la pression, dude, là, mettons CRO d'une compagnie publique, 35 ans, te battre contre ces géants-là, puis tout ça. Puis une des affaires, moi, tu me comptes ça, puis j'angoisse, là, fait que j'imagine pas le vivre pour vrai, man. Mais moi, j'ai l'angoisse facile. Comment tu la gères, cette pression-là? Tu sais, je t'ai fait une joke à Revstar, là. J'ai comme dit, toi, combien tu benches? J'étais comme moins que toi, Frank. Puis j'étais comme, ben, tu sais, tu gères une compagnie publique, t'as quand même des excuses, pis tout ça. Mais je pense que le sport,
c'est fair de dire que c'est comme un... Tu m'avais dit, c'est quoi tu m'avais dit? Tu m'avais dit c'est un non négociable. Ouais. Puis c'est genre, un conseil qu'on peut donner au monde? Ben, genre, je te dirais, au-delà du sport, faut que principalement, c'est la routine. Puis d'ailleurs, on avait sur le stage récemment Patrick Pichette, pour ceux qui connaissent pas Patrick Pichette, qui est franchement un Québécois avec des accomplissements exceptionnels, là, qui a accompli des choses incroyables, des histoires incroyables. D'ailleurs, ça, c'est une belle personne que tu devrais avoir sur ton pod. C'est assez hallucinant. Mal, je sais pas c'est qui d'autre. Patrick Pichette, c'était le CFO de Google. C'était le CFO de Bell. C'était le chairman de Twitter quand Elon Musk a acheté Twitter. Donc, il a fait la négo. Il était parmi ceux qui négociaient avec Elon Musk durant ces périples-là. Wow. Et il est maintenant managing partner ou partner chez Innovia. Mais c'est très cool. Mais il a un parcours exceptionnel et un Québécois, je pense, de Montréal-Nord, là, à la base. Là, c'est une super belle histoire. Je pense qu'il était comme parti pour être un charpentier ou quelque chose comme ça, puis de fil en aiguille. Bon, mais quelqu'un brillant, là, il raconte en mode Hard Knocks. Là, non, mais c'est un brief puis un pitch pour un... Merci. Ouais, vraiment. En tout cas, salut à toi, Patrick. Mais puis il était d'ailleurs sur notre board, il était notre chairman puis board member chez Lightspeed pendant longtemps. Pourquoi je vous raconte ça? Où est-ce qu'on était? Comment tu dis ça? La routine. La routine, merci. Excuse-moi. J'ai utilisé la foule parce que moi non plus, je m'en rappelle plus. J'étais vraiment parti. Je pensais à Pat. La routine. Avec Patrick, il nous a dit la même chose, puis c'est revenu vraiment me chercher. Toi, tu me parles du sport, mais en fait, c'est que moi, ma routine, le sport fait partie de ma routine. Fair. Mais je ne dirais pas forcément que mon conseil, c'est faut que tu fasses du sport, faut que tu benches 250 livres, blablabla. Tant mieux si tu fais ça, c'est cool. Mais pour moi, gérer la pression que j'ai au quotidien pour le faire, puis en plus avoir une famille et tout, c'est vraiment à la base, c'est avoir une routine. Puis c'est une routine étirée, là. Je tire l'élastique vraiment loin, mais c'est se lever comme à la même heure, puis tous les matins, je vais au gym, puis je suis comme, surtout quand je suis à Montréal, là, je suis la même routine. Fait que je suis assez comme routinier dans mon travail que j'étire. Puis ça fait en sorte que j'arrive à gérer je crois, en tout cas pour moi, je crois que j'arrive à gérer la pression de cette façon-là. Fait que c'est ça que j'encouragerais à n'importe quel founder out there, c'est d'avoir une routine. Très cool. On va s'en aller vers le closing puis what's next pour toi. Avant ça, je veux juste que tu nous dises une décision ou un moment, mettons, dans ton chapitre chez Lightspeed qui a vraiment été un moment tournant ou une décision clé que tu veux juste nous partager avant qu'on move on. Ouais, un moment clé, c'était au début de la pandémie. Vous vous rappelez, en mars 2020, quelle période horrible. Moi, j'étais à l'époque un directeur senior chez Lightspeed. Et puis, je reçois un appel à l'époque de notre président, Jean-Paul Chauvet, qui est un bon ami à moi et à qui je dois tout, à certains égards, parce qu'il était très influent dans l'acquisition de Chrono aussi, et qui m'appelle et qui me dit JD, ton boss a décidé de quitter la compagnie. À l'époque, ce boss-là, c'était la personne qui gérait toutes les ventes à travers le Lightspeed. Très bonne personne, là, qui quittait en bon terme là, pour les bonnes raisons. Puis c'est toi qui vas prendre sa job. Puis en fait, si on m'avait partagé à l'inverse cette conversation du style cette personne est partie, le poste est ouvert, si tu as envie d'appliquer, tu peux appliquer, j'aurais même pas appliqué. Ça me serait même pas passé par la tête. Puis cette personne-là a eu tellement confiance en moi, puis il m'a comme, tapped on the shoulder, puis il a dit regarde, je pense que tu vas faire un excellent job. Puis je pense que tu vas réussir dans ce rôle-là. Puis ça a été un tournant dans ma carrière chez Lightspeed. Donc, ça revient à ce que je disais à l'instant. C'était vraiment pas prévu que je me retrouve dans cette dynamique-là. Puis là, c'est un concours de circonstances, un appel d'air qui fait que. Puis si ça vous arrive un jour dans votre vie, puis je vous le souhaite, pour moi, c'était comme impossible que je vais décevoir cette personne-là qui a fait confiance en moi. Fait que je vais travailler comme un malade mental. Puis c'est ça qui m'a permis de me rendre où je suis aujourd'hui. Man, je vais faire un peu de narcissisme conversationnel parce que j'aime ça parler de moi, mais à une vraiment plus petite échelle, quand je commençais ma carrière en tech, il y a quelqu'un qui me disait « Oui, Frank, genre, stresse pas avec ça, tu vas apprendre à comment construire un site web, tu vas apprendre à comment vendre un site web, genre, moi je veux t'augmenter de salaire, je veux te donner un autre stage, je veux qu'après l'université, tu travailles avec moi. » Je me rappelle, il m'a dit, genre, il est-tu cave? Genre, tu sais, je suis noob. Ah, moi, je me suis dit la même chose. Excellent timing. Non, puis tout ça pour dire, des fois, il y a quelqu'un qui croit en toi, quand toi, tu crois pas en toi, puis c'est genre le trigger qui fait
Chris, dans le fond, j'ai le droit de croire en moi, man. J'ai comme l'impression que t'as vécu ça, évidemment, à une autre échelle. Fait que, ouais, je trouve ça dope. Mais il y a des personnes comme ça, tu sais, des anges dans votre vie qui vont arriver puis qui vont être comme, tu sais, qui voient quelque chose en toi que tu vois pas forcément, ou en tout cas que tu oserais même pas te dire, regarde, je vais prétendre faire ça. Puis, je pense à ce que tu m'as dit, man. Je pense à ce que tu m'as dit. Je suis comme, non, c'est bon, man. Well deserved. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois de janvier, c'est Casimir Legrand avec Fairpoint Assurance, un courtier spécialisé en tech, SaaS, AI. Donc, pas ton courtier traditionnel qui comprend rien à ce que tu fais avec ta business tech. Leur produit phare, c'est le Tech INO, erreur et omission, mais c'est de la cyberassurance de façon plus générale qui peut couvrir des trucs comme ransomware, fraude bancaire, API compromis, name it. Dans notre capsule, Casimir me raconte d'ailleurs une histoire où un SaaS s'est fait envoyer un rançon logiciel, mais avait besoin de 30 jours pour trouver ses backups et essayer d'esquiver ça. Pas été capable. Heureusement, il était bien assuré. La compagnie d'assurance a payé le ransomware de 8 millions de dollars. Donc, le processus pour que Fairpoint trouve le bon produit d'assurance est super simple. C'est une douzaine de questions sur une page. Tu peux regarder ma capsule puis ma convo avec Casimir dans les show notes, mais aussi sur saspace.com/partenaire avec un S. Tu cliques sur Fairpoint Assurance, leur profil, puis toutes les infos pour contacter Cas puis Fairpoint vont être là. OK? De retour au pod. On s'en va vers le closing. J'ai le goût qu'on parle de RevStar, puis évidemment, ce qui est What's Next pour toi. Là, moi, j'ai hâte de le savoir. T'as même pas voulu me le dire quand tu m'as appelé au téléphone. J'étais comme, tu veux-tu me donner un sneak peek? T'es comme, tu le verras sur le stage. All right. Un SaaS Scoop, je trouvais ça. SaaS Scoop? Ouais. Let's go. RevStar, c'était un beau succès. C'était un sacré show. Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté par rapport à cette première édition-là, à part l'animateur, le MC? Ben, en fait, puis je le dis en toute sincérité, t'as fait un travail remarquable. C'était vraiment super. Puis en fait, je crois que tu fitais vraiment dans l'univers qu'on voulait créer de. C'était stressant, man. C'était stressant, honnêtement. C'est la première fois que je performais ou que je travaillais en anglais depuis un bout. C'est du monde sharp qui était là, genre, tu sais, j'étais comme, faudrait pas que je dise trop de niaiseries. Finalement, je l'ai dit une coupe, mais ça a quand même bien. Mais c'est parce qu'on voulait, pour ceux qui, parce que peut-être certains, évidemment, la plupart d'entre vous ne savaient pas c'est quoi RevStar, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est un événement qu'on a organisé qui est vraiment axé sur la communauté du Revenue Operations, Go-to-Market Excellence, parce que j'ai pas vraiment parlé de ça jusqu'à date sur le podcast, mais tu sais, une particularité de Lightspeed, et je dirais même Chronogolf, ce qui a fait que Lightspeed s'est rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on traite vraiment la commercialisation comme une science. Ouais. Puis de la même façon que tu as une approche d'ingénierie quand tu bâtis un produit, on a réellement une approche d'ingénierie de système au niveau commercialisation chez Lightspeed. Et donc, cet événement-là qui s'appelle RevStar, c'était vraiment parler de cette thématique-là, qui est devenue de plus en plus populaire aujourd'hui. Mais à l'époque de Lightspeed, quand je me suis joint et même avant, on était quand même assez précurseurs dans ces approches-là. Donc, bref, cet événement-là rassemblait des entrepreneurs principalement, des opérateurs. C'était vraiment un événement organisé par des opérateurs pour des opérateurs et des entrepreneurs qui veulent amener leur commercialisation à la prochaine étape. Tu m'as posé la question, pourquoi est-ce que je suis fier de cet événement-là? Ouais. Honnêtement, à la base, c'était encore une idée de cave, d'en prendre trop. Puis, durant l'été, à l'époque, avec Guillaume et David Charbonneau, qui est dans la salle, on s'est dit, OK, faut qu'on organise un événement parce qu'il y a pas un événement comme ça à Montréal. Mm-hmm. Mais on veut que ce soit un événement quand même intime où les gens qui viennent, ils ont vraiment un sentiment qu'ils vont ressortir de là avec des astuces, des trucs, des pratiques qu'ils peuvent mettre en place demain, puis assez intime où est-ce qu'ils peuvent échanger entre eux. Fait que l'écosystème et l'univers qu'on voulait créer, c'était un univers intime avec un vibe hip-hop et tout ça, où tu fitais très, très bien. Mais c'était une idée de cave parce que honnêtement, je veux dire, c'était littéralement un truc bien plus complexe qu'on pensait là, quand on disait ça. Puis on s'avérait être comme 220, 230 personnes. Puis on organisait ça littéralement en quelques mois. Fait que d'être capable de se rendre à cette idée-là, à un show qui, je pense, a été bien apprécié. Puis le moment pour moi qui m'a vraiment touché, c'est de voir quand j'étais à l'arrière de la scène, puis que toi, tu faisais ton show de MC, le monde qui prenait des photos, tu sais, du content, des slides. Tu sais, ça, c'est quand tu vois ça, là, t'es comme, OK, you know what, like, you're onto something. Puis la quantité de monde qui prenait des photos dans la pièce,
C'était vraiment assez magique. Fait que, ouais. La vibe puis l'esthétique du top du Fairmont aussi, tu sais, la manière qu'on était, c'était très clean, là, genre, c'était, puis moi, je veux dire, de voir une légende comme Marc Roberge qui était sur le stage, il y avait tellement de swagger, il était tellement smooth, genre, j'étais comme, c'est pas son premier rodéo. Non, lui, c'est un pro. Ouais. C'est un idole de jeunesse, entre guillemets, tu sais. En tout cas, fait je me rappelle pas de l'URL, mais googlez Revstar GTM, puis vous allez pouvoir trouver. Fait qu'on va garder ça annuel à Montréal, puis là, on est en train de discuter de faire peut-être d'autres chapitres. Ça. Parce que il y avait comme un souper. À la base, c'était juste comme on fait ça one shot, là. Il y avait rien d'autre. Mais justement, il y avait un souper après, puis vous avez fait l'erreur de m'inviter. Fait que j'ai monté là, puis tout ça, puis là, t'avais comme un sourire quand même fendu jusqu'aux oreilles, puis t'étais fier, puis t'étais comme... Oh man, on est déjà en train de penser à comment on va le scaler. Puis j'étais là, Chris dude, man, t'as genre beaucoup d'affaires à faire. Là, non. It's never enough. OK, fait what's next pour Revstar, tu penses? Y a-tu des idées ou des trucs que tu on veut vraiment animer cette communauté-là. On va animer la communauté à Montréal. On va en faire un événement. L'événement que vous avez assisté ou que tu as assisté, on va en faire l'événement phare à Montréal. Okay. Après, on va probablement réfléchir à des trucs peut-être un peu plus petits, plus workshop. Puis on aimerait faire quelque chose de similaire aussi à Toronto. Donc, on vous parlera de ça dans les prochains mois, mais pour avoir 2 dates sur le calendrier. Mais vraiment regrouper la communauté autour de Go-to-Market Excellence and Revenue Operations. Ça va être du cool stuff, man. J'ai hâte de voir ce que vous allez builder avec ça. Notre key MC, tu viens juste de sign up à toute une affaire. Tu savais que je t'ai volé le crédit, hein, des fois sans vouloir pour la track de... C'est toi qui as fait la soundtrack de hip-hop? Je te dis, man, je sors les poubelles, je fais la musique, je fais tout. Non, mais il y a du monde qui m'écrivait sur LinkedIn pour dire à quel point, hey Frank, c'était vraiment sick la soundtrack. J'étais comme, thanks. T'as bien raison. Écoute, la question que j'ai le plus hâte de te poser depuis une couple de semaines, actually, sur LinkedIn et ailleurs, tu as annoncé que tu allais step down de ton rôle à titre de président chez Lightspeed. Je pense effectif jusqu'en mars ou quelque chose dans le genre. Exactement. C'est un gros move, une grosse décision. Moi, je veux savoir, j'ai activé Siri en te posant la question la plus importante du show, of course. Ce que je veux savoir, c'est la motivation derrière cette décision-là. Puis, what's next? C'est quoi que tu vas faire après? Premièrement, en fait, je vais... c'est un peu à la blague, mais c'est vrai, je vais avoir 40 ans à la fin du mois, le 28 décembre. Très cool, man. Donc, puis ça fait 7 ans, c'est la 7e année fiscale que je suis chez Lightspeed. Ça fait 13 ans si j'inclus mon parcours, 13-14 ans si j'inclus mon parcours chez Chronogolf. Puis quand j'ai entamé cette année fiscale, en fait, je veux dire, en petit comité, là, Dax et moi, je lui ai dit, regarde, je pense que c'est ma dernière année fiscale. Mais, tu sais, je suis pas le fondateur de Lightspeed, mais j'ai vraiment ce sentiment de responsabilité pour cette merveilleuse compagnie. Puis les personnes qui sont chez Lightspeed, c'est tous des amours. J'adore travailler avec eux. Fait que pour moi, c'était super important que ce soit fait correctement avec une belle transition. Donc, d'où la raison pour laquelle je reste quand même encore longtemps. Mais mon remplaçant arrive le 15 décembre. Donc, on l'a annoncé il y a quelques semaines. Puis, pourquoi je me suis commencé à me dire c'est peut-être ma dernière année? Bien, honnêtement, dans les dernières années, je croise trop d'entrepreneurs qui me disent qu'ils vont bâtir une compagnie puis ils vont le faire à l'extérieur du Canada. Ils vont le faire à l'extérieur du Québec, ils vont le faire à l'extérieur du Canada. Puis je vous cacherai pas que ça m'énerve grandement, pour rester poli. Fait que je me suis dit, OK, ça, faut que ça change. Puis, je pense que je peux aider. Puis souvent, quand je regarde ces entrepreneurs-là qui ont ce réflexe-là, un des réflexes, c'est qu'ils disent, oui, mais moi, je veux scaler une compagnie, fait que je vais aller chercher beaucoup de clients. Puis pour commercialiser ma solution, il faut que je le fasse aux États-Unis. Je me dis, ouais, mais tu sais, nous, on l'a fait à Montréal. Le tiers de nos employés sont encore ici. Quand même 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 146 000 employés, 146 000 clients. Fait que, tu peux scaler une grosse business de Montréal. Donc, mon souhait, c'est d'aider ces entrepreneurs-là à scaler leur compagnie, puis particulièrement la commercialisation de leurs produits chez nous, au Québec, au Canada. Pourquoi c'est important pour toi? Je me permets de te couper. Pourquoi c'est important pour toi que ces founders-là build ici, scale ici? Parce que, je veux dire, la communauté m'a énormément donné. Tu sais, je suis vraiment chanceux dans la vie. Puis moi, j'ai eu cette opportunité de le faire ici. Puis veux pas, je veux dire, ce serait quand même triste si nos seules bêtes au Canada, c'est le sirop d'érable, puis le pétrole, puis nos arbres, tu sais. Puis qu'après, il y a juste des Walmart puis des Starbucks. Donc,
faut qu'on investisse dans ces technologies-là, puis il faut qu'on les garde ici au Québec, puis il faut qu'on bâtisse des belles compagnies qui emploient des fabuleuses personnes ici. Fait que ça passe par ça. Puis ultimement, je veux dire, tu sais, tant qu'à travailler comme un fou puis comme un épais, tu sais, aussi bien d'avoir une belle mission derrière. Puis ça, je trouve que c'est une belle mission. Puis Lightspeed, à certains égards, la mission derrière Lightspeed m'a toujours attiré. Donc c'est comme une belle extension de ça dans ce contexte-là. Tu sais, peut-être des entrepreneurs, monsieur tout le monde qui bâtissent un restaurant ou un commerce de détail, blood, sweat and tears, puis essaient de gagner leur pain pour leur famille. Tu sais, nous, on les aide avec ça, avec ces technologies-là. Fait que c'est comme aussi une extension un peu logique de dire, OK, j'ai envie de redonner à la communauté, mais une communauté qui m'a tellement apporté. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça. C'était comme un choix logique. Puis, comment je vais le faire? Ben, en fait, tu m'avais demandé à l'époque pourquoi j'ai lancé une compagnie de golf quand j'étais en investissement. Puis, je t'avais répondu. Puis c'est vrai, là, c'est pas arrangé par le gars des vues. C'est vraiment comme ça que je réfléchissais à l'époque. Pour moi, c'était toujours dans une optique de dire je vais être un meilleur investisseur, un meilleur mentor, un meilleur coach pour les compagnies dans lesquelles on investissait, puis les aider à faire des bons choix, ou en tout cas, s'ils vont faire des mauvais choix, les faire ensemble, tu sais. Fait que je retourne dans le monde de l'investissement, tout simplement. Je retourne dans le monde du capital de risque. Puis il y a un fil conducteur avec ton podcast, cher Frank, parce que tu as eu sur ton plateau la personne particulière avec laquelle je vais travailler. L'équipe a évolué un peu, je vais en mentionner à l'instant. Mais tu as reçu un certain David Charbonneau à ton podcast. Il était aussi à RevStar. Donc, je me joins à Boreal Ventures avec Samuel Larivière, Larry et Sam Jobin. Et puis, on va monter une super franchise de capital de risque. Congrats à vous autres, les boys. Je suis vraiment... That's it. C'est huge. C'est huge. En plus, je suis surpris que tu t'en doutais pas. Hey man, David, il m'a blackwallé, là, genre, j'étais comme, hey, toi, tu le sais, sûrement, dude, what's up, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, man. Blank face live. C'est juste le gars qui est à RevStar sur le même stage que moi, mais bon, OK. Exact. Ben, j'avais des doutes, mais man, c'est un bon acteur, I guess. Ah, il est bon. Fait que tu bookes, c'est full circle. Ouais. Tu retournes en VC. Ouais. Mon Dieu, parle-nous un peu genre de quel genre de founders vous allez vouloir aider de bord. Tu dois déjà avoir un profil, t'en parles avec plein, les gars ils ont un pipeline, un deal flow, les gars ils figent, excusez. Ouais, ben déjà premièrement ce que Boreal, puis c'est à tout à leur honneur là, sont ici dans la pièce là, ce qu'ils ont bâti avec le fonds 1, c'est absolument remarquable. Là. Fait que c'est déjà à la base pour moi c'était ça qui m'impressionnait beaucoup, puis le fit humain. Puis entre autres ce que si vous connaissez pas Boreal, tu sais ce qui ont fait l'image de marque de Boreal jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ils investissaient plus dans des compagnies qui avaient une composante plus hardware, il y avait une comme tu disais sur ton podcast, ouais, c'est vrai. Des industries qui sont peut-être disons un peu moins front page dans les TechCrunch de ce monde. Fait que cette genèse là me séduit beaucoup. Puis donc on va continuer à réfléchir dans cette logique là, mais amener à ça un aspect commercialisation. Donc, l'idée, c'est, je pense, pas pour parler pour eux, mais ce qu'ils ont appris avec le fonds 1, ultimement, c'est ils sont très impliqués avec leur entreprise en portefeuille, mais ils voulaient en faire plus, ils veulent en faire plus, ils veulent vraiment accompagner ces fondateurs-là. Fait que l'idée, c'est de continuer la suite logique du portefeuille du fonds 1, mais en prenant des positions beaucoup plus conséquentes dans les compagnies, donc un plus gros ownership, puis être très, très, très impliqué dans la commercialisation. Fait que pour revenir à ta question, ça va être n'importe quel founder qui est en B2B, là, tu sais, je pense pas qu'on va faire du B2C à moins qu'il y ait un angle particulier. C'est principalement du B2B qui va nous attirer. Si on regarde le portefeuille 1, le fonds 1, c'est vraiment du B2B. Mais des fondateurs qui ont déjà atteint un premier product market fit, ils ont déjà une première validation avec des clients, puis là, ils se posent la question de, OK, maintenant, il faut passer à la prochaine étape, on doit commercialiser ça, on doit embaucher un VP vente, ou on doit embaucher nos premiers vendeurs, on doit réfléchir à nos plans de commission, on veut réfléchir à quel logiciel CRM on va utiliser, quels sont les outils qu'on va implanter, quel va être le plan pour les prochains trimestres, pour les prochaines années, une fois qu'on lève cette ronde de financement. Je veux dire, moi, je fais ça en dormant. Là. Je pense à ça en permanence. Là. C'est comme I'm wired that way. Fait que, pour mettre ça plus concret, peut-être pour moi et pour le monde qui écoute, genre, c'est-tu pre-seed, c'est-tu seed? Seed. On va investir seed. Ça va être notre sweet spot. Donc, disons, si on veut le faire complet, compagnie qui a 500 000, 1 million de revenus récurrents, disons,
Mais tu sais, on va pas le rendre trop prescriptif non plus. Là. On va être quand même ouvert si c'est un peu plus petit ou un peu plus haut. Mais disons, pour faire simple, 500 000 à 1 million de revenus. Puis là, OK, on veut passer à la prochaine étape. Généralement, ces compagnies-là sont rendues là avec la force et le charisme des fondateurs. Ouais. Puis là, ils sont comme, OK, maintenant, je dois scaler ce que nous, on a fait, notre petite équipe. Puis c'est là où ils ont besoin de notre aide. Puis cette phase de transition-là, puis scientifiser le go-to-market, c'est beaucoup l'évangile de Guillaume qui était ton ex-co-founder avec Vasco. Full circle, my friend. Ah, ouais. Exact. C'est vraiment dope, man. Mais tu sais, comme côté plus humain, touchy-feely, je suis comme, dude, c'est une hostie de ride que t'as eu. Tu vas avoir 40 ans, t'as des kids. Là, oui, tu step down autour de mars. Tu prends-tu un break ou t'es genre encore never enough? À 40 ans, je m'en vais en Italie avec mes amis, mes boys qu'on se connaît depuis qu'on a 12 ans. Puis notre objectif, c'est d'aller skier durant les Olympiques en Italie, dans les Dolomites. Durant les Olympiques? Durant les Olympiques, on va pas aux Olympiques. On a essayé, mais on n'a pas été pris. Okay. Puis on va aller voir idéalement le match de la médaille d'or du Canada au hockey à Milan le 23 février. That's the plan. Fait que tu vas célébrer puis souligner ça comme faut. That's it. That's it. Mais this is a 10-day break and then we're back at it. Dude, tu sais, ça va être tellement bizarre ce que je m'apprête à dire. On se connaît pas beaucoup, mais je suis fier de toi, là. Non, mais c'est en tant que Père Noël, je trouve que, tu sais, ça fait du sens. Il y a quelque chose ici, là. C'est fucking sick comme histoire. Merci, Papa Noël. On a assez jasé, puis le monde va vouloir aller aux toilettes, poser peut-être une couple de questions. Fait que avant qu'on close puis qu'on ouvre, on va ouvrir pour 3-4 questions la ligne audio qui est là. Y a-tu quoi que ce soit que tu veux shout-out, promouvoir, faire une plug sur n'importe quoi, c'est le temps, man. Ah, écoute, mes plugs, ça va être où est-ce que je m'implique. Fait que ma plug évidente, c'est Lightspeed. Lightspeed is hiring, by the way. Fait que, si vous voulez travailler dans une super belle compagnie avec des super belles valeurs, check us out. C'est vraiment une compagnie formidable. T'as mentionné Vasco. Donc, un big shout-out à mon partner Guillaume since day one, best friend, qui bâtit un super produit qui va être utilisé avec les compagnies de Boréal. Donc, check out Boréal, boréal.vc. Puis ouais, si vous avez un beau projet sur lequel vous travaillez, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Je les check toutes. Peut-être pas dans l'heure qui suit, là, mais donnez-moi un peu de temps, mais je les check toutes. T'es un vrai chief, ça a été un honneur, man. Yes. Merci. Yes. All right. Je vous ai gardé longtemps assis, mais on se craint quand même 3-4 questions. S'il y en a qui sont down d'aller à la 3e ligne, qui est debout, verticale, là-bas. Puis là, pas votre tendre histoire d'enfance, juste votre nom, votre compagnie, votre question. Puis c'est ça. Allons-y. Hey, what's up? Hey, salut JD, merci pour l'inspiration. Moi, c'est Franck. La compagnie, on s'en fout. Mais c'est à propos de toi. Non, ben je veux savoir. Ouais. Moi, c'est Tail, mais en tout cas, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de toi. OK. Quel rôle ça joue ta famille dans ta vie d'entrepreneur? Je suis jeune entrepreneur, jeune papa. Ouais. Fait que je suis curieux de voir un peu qu'est-ce que ça joue comme rôle pour toi dans tes ambitions et puis dans ta carrière, dans ton futur pour toi. Ouais, ben qu'est-ce que ça c'est tout. Parce qu'en fait, pour moi, honnêtement, quand mon fils est arrivé, Oscar, dans notre vie, ça a vraiment changé ma perception sur pourquoi je travaille si fort, honnêtement. Là, je sais que c'est un peu cheesy, mais en tant que parent, ça a comme complètement changé. Donc tu sais, at the end of the day, je te dirais, c'est une grosse source de motivation. Là, on parlait des sources de motivation de Michael Jordan. Ça, c'en est une énorme. Après, j'ai une famille qui comprend que je suis un crinqué qui travaille 100 fois trop. Donc, je te dirais, ma femme est assez exceptionnelle dans ce domaine-là. J'espère qu'elle va écouter. Je suis toujours dans le négatif, dans les points. Là, j'essaie de gagner quelques points positifs, mais oui, ma famille, c'est une énorme source de motivation pour répondre à ta question. Puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il y a peut-être un peu cette perception que faut que tu le fasses avant d'avoir des enfants, mais c'est tout à fait, à mon avis, c'est faisable de le faire avec des enfants. Il faut l'équilibre, il faut quand même trouver la balance là-dedans. Puis ça peut être une super belle source de motivation aussi. Puis il y a une part de moi qui est de laisser quelque chose derrière par la suite. Qui sait, peut-être qu'un jour Oscar soit analyste chez Boréal, who knows? That's it. Peut-être bien, je vais l'avoir sur le pod. That's it, yeah. Ça serait... merci beaucoup. T'as peut-être une autre question. Non, merci beaucoup, c'est incroyable. Merci, Franck. On peut en prendre 2 ou 3 autres, Max. Allons-y.
Moi, je veux juste savoir c'est quoi ton handicap au golf. Ah, je suis pas bon au golf, honnêtement. Regarde, on a eu des gens qui ont travaillé chez Chronogolf qui étaient exceptionnels. Je regarde Alexis, qui est un joueur de golf de fou. J'ai grandi quand j'étais jeune. Je vous ai dit, mais Maroc, entre autres, mes parents étaient diplomates, donc leur réflexe, eux aussi travaillaient beaucoup. Souvent, ils m'amenaient au terrain de golf, ils me laissaient au terrain de golf. Fait que j'ai un peu comme grandi sur un terrain de golf, mais j'étais pas très très bon au golf. Puis quand je me suis lancé dans le golf, pour être honnête, j'ai encore moins joué au golf parce que je travaillais tellement dans le contexte du golf que moi, le dimanche, j'admirais Alexis puis Fred qui allaient jouer au golf. Mais Guillaume et moi, on était comme, man, on va jouer au volleyball if you want, like you pick another sport. J'ai développé une passion pour aider les opérateurs de golf, mais c'est comme si ma passion du sport, de façon surprenante, a baissé. Mais aujourd'hui, là, quand j'aurai un peu plus de temps, quand mes enfants seront un peu plus vieux, j'aimerais ça m'y remettre. Donc ça va venir. Ça va venir. Mais je suis vraiment mauvais. Je pense que mon handicap, si j'avais joué, là, je serais chanceux de jouer 90. Là, je serais très heureux. C'est quand même mieux que la majorité. Ouais, c'est comme... la gang qu'on avait chez Chronogolf, là, ça faisait pitié hein, quand tu jouais 90. C'est pour ça que I have a chip on my shoulder. C'est vrai que tu compenses ailleurs, c'est good. Ça, c'était Nicolas de Yak. Yak pour la cybersécurité, vous les checkerez. Go Yak. Salut, ton nom, ta question? Salut, moi c'est Verenza. I run a LinkedIn ghostwriting agency. Je vais poser ma question en anglais. So, we're working on an app in healthcare. And in healthcare, the particularity is that the buyers and the users are not the same. And so my question for you as a founder, are there some criteria where you know you're on the right path, but it's just taking longer, so persevere, versus this is the wrong thing, pivot to something else? That's a loaded question, my friend. By the way, Boreal really likes digital health, and so, happy to hear more about that. And B2B2C setups can work really well. I guess ultimately, you want to figure out if you're on the right track. Are the users of your product using your product? Okay. And fundamentally, that's what you're doing, right? You're solving something that wasn't there before with that organization or that company. And so even if you only have one customer today or two customers, I don't know the situation, but I'm just guessing you're early in your journey. You'll know if you're on the right track if that customer is using it with intensity. If they are, then that's a good sign. Then you should persevere. If they're not using your product, something is wrong. So just get there. For us, maybe just to give you some context, it's true. When we started our project, the first thing we did, we went to a trade show. It is a golf trade show in Montreal every year for B2C, for golf players. And behind the counter of all the stands at the golf show, at the trade show, are golf course operators. And we pitched every single stand and bothered them. They're like, dude, I'm here just to sell tickets to golfers. I'm like, yeah, but just give me 10 minutes. And we convinced them that we would build a product that would solve their needs. So another thing I would potentially say is before you build something, try to validate that there's an actual demand. That's what we did. That's literally our path. We picked 3 customers. We didn't want more because we knew this would be more complicated if we did. And then we started with those 3. And then we just looked during the golf season, are the golfers, going back to the C part, B2B2C, are the golf operators actually logging into the platform, using it, taking reservations? And it trickled from there. Yeah. Nice. Thanks. Allô, Yes, bonsoir salut. JD. Salut. Merci pour le podcast, c'était très inspirant. Je te dirais que je me retrouve un peu dans la position dans laquelle tu étais il y a quelques années. Mon nom c'est Marvin, by the way. Et il y a une question que j'ai eue dès le début, lorsque tu étais en train d'expliquer ton parcours. Je trouve que 18 mois entre l'idéation et la première levée, c'est quand même assez court. Et j'étais curieux de savoir s'il y a une approche, vu que tu avais un background en investissement qui était différent de ce que la plupart des founders font, qui t'a permis d'arriver là plus rapidement et avec un contrôle de l'argent que tu as levé. Puisque tu avais du réseau, c'est sûr, mais tu sais, il y a souvent des philosophies qui peuvent être différentes entre quelqu'un qui est plus orienté tech que quelqu'un qui est orienté finance, que quelqu'un qui peut être orienté marché. Est-ce que tu penses qu'il y a
un insight que tu aurais, que tu pourrais partager qui serait inspiré de cette expérience que tu as eue de par ton background et aussi quand tu regardes des éléments qui auraient pu permettre de rendre ça encore meilleur? Ouf. Écoute, nous, au début, comme on disait durant l'histoire avec Frank, nous, au début, quand on a lancé le projet, on l'a self-fundé de notre salaire, Guillaume et moi. Puis, comme je disais à l'autre personne qui a posé la question tout à l'heure, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, je l'ai pas entendu, mais on est allé valider assez early s'il y a une demande pour notre produit avant de le bâtir. OK? That was step one. Fait que tu sais, si t'es dans l'idéation, c'est ce que j'ai compris, puis t'as pas encore de clients. Nous, c'est l'approche qu'on a pris. Fait que on a signé des clients avant d'avoir un produit. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on dit avant d'aller voir des investisseurs, ils vont vouloir voir ce que j'ai dit à l'instant. C'est qu'ils vont vouloir voir que non seulement on a bâti un premier produit, un premier prototype, mais que ce produit-là est utilisé. Ça n'a pas besoin d'être par des milliers de clients, mais un certain nombre de clients qui vient valider qu'il y a un réel pain that you're solving. Right? La troisième étape, c'est l'équipe. Fait que si tu es tout seul dans ton idéation, je te dirais, c'est pas impossible, mais pour des investisseurs, ultimement, à ce stade-là de ton aventure, on investit dans toi. Bien sûr. Mais parfois, investir juste dans une personne, si on parle de la gestion du risque, tu mets tous tes œufs dans un panier en tant qu'investisseur, ça peut rendre l'investisseur, surtout au début, si c'est ta première compagnie, un peu nerveux. Donc, l'équipe, pour nous, était assez important. Donc, dans ce processus de 18 mois, on a aussi constitué une équipe qui était crédible aux yeux d'investisseurs. Donc, quand on est arrivé devant les investisseurs, on avait 4 cofondateurs qui amenaient tous un angle particulier à la compagnie. Tu sais, Guillaume, c'est comme moi un financier, mais c'est quelqu'un qui est, plus dans les opérations cartésiennes, dans les chiffres. Moi, j'ai un côté plus un tropisme, plus vente, marketing, donc on se complétait très bien. Okay. On est allé chercher un subject matter expert dans l'industrie dans laquelle on était, si tu veux, de founder market fit. Dans notre cas, c'était Fred qui venait de l'industrie. Puis on est allé chercher un développeur parce que aucun de nous trois, puis à l'époque, tu ne pouvais pas vibe coder des produits, là, let's be real. Il fallait quelqu'un qui puisse bâtir ce produit-là. On a fait des erreurs, pour revenir à ta question, on a fait des erreurs dans ce parcours-là. Au début, on est allé chercher plein d'autres personnes qui sont greffées à ce projet. Puis là, je veux pas parler en mal de ces personnes-là, c'est des bonnes personnes. On en avait trop. Fait qu'on a dû, avant de se présenter devant des investisseurs, on a dû racheter des parts de certaines personnes. On a dû, recentrer l'équipe sur l'essentiel pour se retrouver avec 4 fondateurs, quelques clients, un premier produit bêta. Puis là, il y a quelque chose de matériel qu'un investisseur peut venir valider. Donc, j'espère que ça t'aide dans ta question, mais dans ton processus, tu sais, nous, à l'époque de l'idéation, c'est les prochaines étapes qu'on a suivies par la suite. Juste si je peux follow-up, c'est sûr que dans ce que tu dis, je retrouve beaucoup d'approches Lean Startup, chose qui, moi aussi, dans mon day-to-day, lorsque j'investis dans des entreprises, je prends en considération. Le point que je voulais plus souligner, c'est lorsque vous avez levé de l'argent, on a beaucoup de founders qui lèvent un peu trop. Ouais. Et vous n'aviez pas d'expérience, techniquement, à part le fait d'être du côté de la personne qui a investi. C'était quoi les approches au niveau du term sheet sur de combien on va lever pour commencer par là? C'est sûr qu'il y a plein de calculs que tu peux faire, mais quand tu es encore à un stage de maturité où tu lèves du seed ou du pre-seed, c'est pas quelque chose qui est factuel. Ouais. Mais c'était quoi l'approche pour ne pas trop lever et de rester en contrôle de cet argent-là? J'adore ta question. Tu viens de toucher une corde très sensible. Je crois qu'il est partagé par mes nouveaux collègues chez Boréal. Je vais te dire, honnêtement, je vais te faire un parallèle avec une compagnie publique. C'est bizarre ce que je veux te dire, OK? T'es comme, what the fuck is this guy talking about? Hear me out. La genèse de Lightspeed aujourd'hui en tant que compagnie publique, on est toujours dans une dynamique de under-promise, over-deliver. Les compagnies qui décident de lever beaucoup d'argent très tôt parce qu'ils sont séduits par la nouvelle qu'ils vont partager sur TechCrunch et autres qu'ils ont levé beaucoup d'argent. Mm-hmm. Mais qui, en réalité, dans leur fond intérieur, quand ils vont dormir la nuit, réalisent à quel point they're about to overpromise and then underdeliver. That is the kiss of death of any startup. Donc, je te dirais, pour revenir à ta question, je ne peux pas te donner un chiffre prescriptif, mais je te dirais, lever trop tôt, quand tu n'as pas encore réellement déterminé le modèle
et les blocs que tu vas rajouter à ta tour pour pas que ta tour s'écrase, le risque de ces compagnies-là, c'est quand ils lèvent trop d'argent, parce qu'ils sont leurrés peut-être par cet appât-là, souvent, ils ne reviennent pas au marché par la suite, ou quand ils reviennent avec une très mauvaise nouvelle qui est un down round, une grosse dose d'humilité et autres. Donc, je te dirais, là, c'est vraiment difficile de répondre à ta question prescriptivement en disant tu as besoin de lever X. Là, il faudrait qu'on passe plus de temps ensemble, là, mais je veux dire, il y a eu trop d'erreurs, puis malheureusement, des super belles compagnies avec des super beaux produits, puis des magnifiques projets qui ont levé trop d'argent avec une valo démentielle. Puis la valo et l'argent que tu lèves, c'est pas la finalité, là. C'est juste le début de la game. Fait que si tu pars puis tu décides tout de suite que tu vas jouer contre les Panthers de la Floride, puis tu n'as jamais joué en NHL, ça va être vraiment difficile. Fait que c'était ça à prendre en considération. Là, je fabule, là, je sais pas comme précisément ta situation, mais c'est une corde sensible parce que j'en vois trop, puis j'en vois encore aujourd'hui, puis certains d'ailleurs que je côtoie dans d'autres circonstances, puis qui me disent en secret, si tu veux, là, man, j'ai fait tellement une erreur, j'aurais jamais dû faire ça. Puis là, ils sont assis en dessous de la cap table, puis ils regardent en haut, puis ils sont comme, I don't know how I'm going to turn around this business. Kiss of death. Donc, levez pas trop, puis pas trop rapidement. Merci. All right. Je pense qu'on va, à moins qu'on ait vraiment une dernière très quick, on va closer ça là-dessus. Je vous invite à prendre un drink, prendre de la bouffe. Il nous reste un bon moment. J'apprécie votre attention, votre présence, votre énergie. Et puis, joyeux temps des fêtes à tous. Tranquillez-vous ça. Merci. Merci. Good job, man. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus qu'il y a 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face en théorie. Puis sinon, il y a dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir, puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out aux chiffres partenaires certifiés Ça se passe. Le chiffre, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont accompagné des SaaS bootstrapped, financés et même plusieurs qui ont exit. Fiscalité, prévision financière, planification, name it, sont là pour alléger ta charge mentale puis t'aider à prendre des meilleures décisions. Moi, je suis client, autant perso qu'avec mes 2 business, puis je suis plus que satisfait. Même chose pour plein de founders qui sont venus sur le pod. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. L'épisode 146 avec Thomas-Louis Lafleur, leur co-founder, c'est un incontournable. OK? De retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le Job Board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts sur le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out.
Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!